par habitude, je me rends plus vraiment compte que je mange cétogène ou courant glucides. C'est une habitude dans l'assiette que j'ai depuis 6 ans maintenant, en mode, quand je me fais à manger, je mets des légumes, de la viande ou des œufs pour les protéines. J'arrose d'huile d'olive ou un peu de beurre pour les matières grasses. Et en fait, quand ça devient une habitude dans l'assiette, tu t'en rends même plus compte que tu manges un peu différemment. Par contre, c'est vrai qu'au début, faut apprendre plein de choses, apprendre à compter les macronutriments, avoir des listes de courses pour pas faire n'importe quoi et tout. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Avaler entre 60 et 80 grammes de glucides à l'heure, se gaver de pâtes la veille d'une course, boire une bière à l'arrivée pour la récup, avoir des chaussures qui amortissent bien, le monde de la course à pied est plein d'idées reçues. Mais est-ce qu'elles sont toutes pertinentes et scientifiquement fondées ? C'est ce dont on discute dans cet épisode avec Olivier Maria. Olivier est ce qu'on appelle un athlète céto-adapté, c'est-à-dire qu'en gros il ne consomme que très peu de glucides, donc les sucres, les féculents. Il a appris à son corps à puiser dans ses réserves de lipides, c'est-à-dire de gras. Dans cet échange, Olivier partage un chiffre hallucinant qui m'a clairement fait remettre en question mes croyances sur la nutrition à l'effort. Nos réserves de glucides représentent environ 2500 calories. Nos réserves de lipides, vous le savez, entre 90 000 et 150 000 calories. C'est super intriguant, non ? Ah, et j'oubliais, Olivier est aussi minimaliste et court en sandales. Mais ne vous y trompez pas, c'est un lièvre. Il court le semi en 1h20 et le marathon en 2h58. Alors, est-ce que vous êtes prêts à remettre en question tout ce qu'on vous a toujours appris sur la course à pied ? Excellente écoute à vous les frappés. Salut Olivier. Salut Loïc. Ravi de t'accueillir sur le podcast. Très très content que tu aies pu te libérer finalement aussi rapidement après mon message. Merci beaucoup pour ça. Franchement, je suis impatient. Je suis sûr qu'on va parler de plein de sujets différents. En tout cas, moi, il y en a plein qui m'ont intéressé dans ton parcours. Pas mal sur lesquels je suis un novice complet. Donc, j'ai beaucoup de questions pour toi. Je te préviens tout de suite. Trop bien. Je suis là pour y répondre. Yes. Mais voilà, en tout cas, très très content de t'accueillir sur le podcast. Et écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par exercice pas facile dans ton cas, je pense, vu le nombre de casquettes, mais de commencer par te présenter. Eh ben écoute Loïc, merci tout d'abord pour l'invitation. C'est hyper cool d'échanger avec toi sur ton podcast. En quelques mots, moi je m'appelle Olivier Maria. Actuellement, j'habite à Lille, j'ai 30 ans. Dans la vraie vie, comme j'aime le dire, je suis designer graphique et à côté de ça, j'ai une activité sportive plus ou moins addictive. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, je suis un peu passionné de sport et donc que ce soit au niveau de la course à pied, du vélo et puis également une de mes deuxièmes activités qui est devenue un peu une activité professionnelle, c'est que je conseille les sportifs qui souhaitent se lancer dans le régime cétogène. Mais je crois que tu m'as aussi un peu invité pour parler de ça, entre autres. Donc voilà dans les grandes lignes. Excellent, excellent. Et ouais, tu as carrément raison. Je crois que alors je sais plus si c'est via le régime cétogène ou la course minimaliste que je me suis dit qu'il fallait absolument que je te contacte. Je pense que c'est t'as enchaîné Semi de Paris et Marathon de Paris, hein. C'est ça. J'ai enchaîné les deux à 2 semaines d'intervalle et c'était il y a à peu près un mois, il me semble. Je pense que Ouais. le marathon de Paris c'était il y a un petit mois et le semi un peu avant, ouais. Et donc si je me trompe pas, tu as fait le marathon en mode minimaliste, c'est-à-dire avec des sandales, mais le semi, t'étais pieds nus, hein. Alors ouais, ça c'est marrant que tu me parles de ça. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le semi-marathon de Lille, je suis parti en sandales
Et en fait, j'ai des sandales qui étaient un peu capricieuses, à l'époque, de la marque Monk, M-O-N-K, c'est une marque polonaise. Et en fait, c'est des sandales où à partir du moment où il pleut, où elles sont mouillées, j'ai le pied qui glisse dans la sandale et non pas la sandale qui glisse sur le sol. Et en fait, je suis parti en sandales assez confiant parce que l'idée, c'était aussi de les tester pour faire le marathon de Paris 2 semaines plus tard en sandales également. Sauf que la météo annonçait des nuages, mais je me suis dit: «Allez, ça passe, c'est que des nuages», sauf qu'à Lille, le temps est souvent assez capricieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en sandales. Au bout de 5 kilomètres, il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment assez violemment. Et là, en fait, j'ai les pieds trempés. Et en fait, c'est une course où j'avais des potes qui m'ont fait un peu les meneurs d'allure. Donc, au bout de 5-6 kilomètres avec les pieds vraiment trempés, je sentais que c'était plus du tout possible de tenir leur allure parce qu'on était avec un objectif d'à peu près 1h20 au semi. Donc, tu vois, c'est des allures quand même assez rapides, genre 3,45, 3,50. Pouah. Et en fait, je voyais que j'arrivais plus du tout à les tenir parce qu'à chaque pas, tu vois, c'était le pied qui glisse de 3 centimètres et qui fait que tu dois mettre une énergie folle là-dedans. Et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, soit je continue», il restait quoi? Ouais, 16 kilomètres à faire. Je me suis dit: «Soit, je continue en galérant avec le pied qui glisse dans la chaussure, soit je les enlève». Et en fait, je me suis dit: «Bah, j'ai pas trop le choix, je les enlève». Et donc j'ai perdu 20 secondes en m'arrêtant au bord de la route, en retirant les sandales. Quand j'ai relevé les yeux en repartant, bah, j'ai vu mon groupe qui était finalement pas si loin. Donc en 2-3 kilomètres, j'ai réussi à me remettre un peu dans leur roue, sauf que j'étais pieds nus avec les chaussures à la main. Et en fait, c'était à Tu Lille. gardé les chaussures à la main? Mais non. Ouais, non, mais en fait, ouais, bah, au début, j'ai gardé les chaussures à la main parce que je savais pas trop quoi en faire. J'allais pas les enfin si, du coup, j'allais dire j'allais pas les lancer sur le bord de la route, mais si, parce qu'en fait, le semi de Lille, il passait, presque devant chez moi, donc j'ai attendu d'être le plus proche de chez moi possible pour les poser, au bord de la route, et je les ai récupérés à la fin de la course. Mais en fait, anecdote assez marrante parce que moi, j'avais pas vraiment anticipé de courir pieds nus, mais j'ai quand même une expérience de la course à pied minimaliste, pieds nus, en sandales, donc j'étais vraiment OK avec ça. Et finalement, je me suis aperçu que c'était hyper cool de faire les 15 derniers kilomètres du semi pieds nus. J'ai battu mon record en 1:20, 48 ou 49. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas en fait, il y avait ma copine sur le bord de la route qui prenait des photos vu que c'était, dans ma ville, donc c'était hyper cool de sa part d'avoir des belles photos de moi en courant. C'est assez rare d'avoir des photos de soi. Et du coup, j'ai posté le soir même une photo sur mon compte Insta en disant coucou, j'ai fait le semi de Lille, j'ai battu mon record. Et la photo était pieds nus, donc c'était assez drôle. Et le soir même, je pense, enfin quelques heures plus tard, il y a Runix, des gros comptes Insta et Facebook, tu vois, je sais pas, il y a des pages qui ont des centaines de milliers de fans qui m'ont dit coucou, est-ce qu'on peut faire une publication sur toi. Et en fait, ils ont fait une publication. Moi, j'ai répondu oui, mais en me disant bah ok, c'est pas une page que je suis particulièrement parce qu'ils font beaucoup de pubs pour des chaussures, c'est un peu leur gagne-pain. Mais j'ai dit ok. Et en fait, ils font beaucoup de publications sur des records insolites, genre le mec qui court en échasse, genre le mec qui court en crocs et tout. Donc j'ai dit ok, pas de souci, c'était assez marrant, sans trop savoir ce qui allait se passer par la suite. Et en fait, ils ont dû faire une publication assez tard le soir. Je pense que je dormais. Et le lendemain, à mon réveil, mon téléphone faisait que sonner parce que des potes m'envoyaient des messages privés genre «Oh, t'as vu, t'es sur Runix, t'as vu, t'es sur Runix». Et en fait, genre le post avait été fait genre 2 heures avant, et il y avait déjà des milliers de likes, des centaines de commentaires, tu vois. Je recevais plein de messages. Enfin c'est pas des millions non plus, mais tu vois, je me suis un peu ça fait un peu bizarre, tu vois, d'avoir sa tête un Ouais. peu sur une publication. Et aujourd'hui, je sais pas s'il y avait genre 3 ou 4 000 commentaires, genre 10 000 likes. Enfin, tu vois, ça m'a complètement, j'ai été vraiment pris de court. Et du coup, Ouais. ça fait vraiment bizarre d'avoir sa tête avec autant de visibilité comme ça. Et tu sais, tu défiles les commentaires, il y en a des centaines et des centaines, tu vois pas le bout, des gens qui disent un peu n'importe quoi. Donc, du coup, bah voilà, ça a été un peu bizarre, tu vois, de voir sa tête un peu affichée dans l'espace public comme ça de façon si brutale. Donc voilà, j'essaie de répondre aux gens. Mais après, si ça m'a permis de rendre la course un peu minimaliste, pieds nus, un peu visible, c'est cool. Et parce que je pense qu'il faut être curieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ah mais c'est n'importe quoi, il va se blesser, tout ça. Donc du coup, j'ai fait une Mmh. vidéo sur YouTube pour expliquer un peu ma démarche, pour dire qu'il faut pas courir un semi-marathon à fond pieds nus du jour au lendemain. Il faut vraiment y aller progressivement. Et donc voilà, ça c'était il y a quelques mois. Et puis 2 semaines plus tard, j'ai fait le marathon de Paris. Là, je l'ai fait en sandales, avec les mêmes sandales, mais sauf que j'ai réussi à
terminé la course en sandales. Donc voilà, sur 42 kilomètres, j'ai fait mon record aussi en 2,58, je crois. Donc c'était hyper cool de Oh. passer sous les 3 heures. Je me suis cassé les dents plein de fois sur cette fameuse barrière des 3 heures. Je pensais vraiment que ça allait être trop difficile, mais cette année, j'avais les jambes. J'ai fait 2,58, hyper cool, en sandales. Donc c'est cool aussi de montrer aux gens qu'on peut courir en sandales. Ouais. Donc voilà, en ce moment, je fais pas mal de vidéos sur YouTube parce que je trouve ça assez marrant de faire des récits de courses, de montrer un peu à tout le monde comment courir en sandales et tout, parce que finalement, c'est pas très répandu. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions là-dessus. Et donc voilà pour les dernières courses auxquelles j'ai participé. Ouais. Excellent. Alors tu disais, il y a beaucoup de gens qui ont des questions, mais tu l'évoques aussi dans les commentaires, des gens qui racontaient un peu n'importe quoi. Je trouve que ce qui est intéressant justement, et c'est pour ça que je voulais absolument te recevoir sur le podcast, c'est que tu as une vraie expertise sur le sujet. Tu le disais, c'est pas un défi que tu as fait comme ça avec des potes Ouais. après une soirée trop arrosée en mode je vais courir le marathon pieds Ah, nus. c'est clair. C'est une démarche qui s'inscrit dans, j'imagine, tu vas nous en parler, hein, mais des convictions qui sont Ouais. voilà, fortement ancrées, une volonté de de mener ta pratique différemment. Mmh. Est-ce que tu peux peut-être nous amener, du coup, nous faire un petit peu la genèse de tout ça? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Et alors, peut-être même avant ça, pardon, est-ce Ouais. qu'il y a un lien entre ta pratique minimaliste de la course à pied et le régime cétogène? Peut-être qu'on va commencer par ça, ouais. Bah, alors oui, il y a des liens. Je pense que les liens les plus grands, c'est le fait de se dire: «Bah, j'ai une pratique, sportive et puis finalement, il y a une genre de façon de faire qui est la plus acceptée par le grand public et puis si on fait un pas de côté, bah, on s'aperçoit qu'il y a d'autres façons de faire alternatives donc qui marchent ou qui marchent pas, mais je pense que le principal c'est qu'il faut tester ces pratiques, bien se renseigner et en fait, le régime cétogène, c'est une pratique alternative parce que c'est une pratique où on dit il faut plus trop manger de sucre et de glucides, donc il faut essayer d'éviter les pasta parties avant de courir ou de pédaler, donc ce qui est pas forcément, commun et la course minimaliste, bah, c'est un peu la même chose, c'est se dire, bah, le consensus quand on va acheter une paire de chaussures, c'est de dire, bah, il faut des chaussures un petit peu grosses, qui absorbent un petit peu les chocs, qui protègent un petit peu la cheville et la course à pied minimaliste, bah, en fait, ça va pas forcément à l'encontre de ça parce que c'est la pratique, classique va fonctionner pour la plupart des personnes. Mais le principe de la course à pied minimaliste, c'est de dire, bah, en fait, nous, en tant qu'espèce humaine, bah, on a pratiqué la course à pied, depuis des milliers d'années, je sais pas, en tant qu'animal, bipède, qui courait pour se nourrir, pour se déplacer et cetera. Et en fait, la course à pied minimaliste, enfin, le principe, c'est de dire, bah, il y a pas forcément de raison d'utiliser des chaussures, heu, très grosses, très lourdes, qui ont des capacités, qui ont des technologies qui nous sont censées nous protéger des blessures, des semelles assez épaisses, des drops, des technologies qui sont censées nous protéger, enfin nous rendre la chaussure, comme on dit, au niveau de la proprioception, tu vois? De la supination et cetera. Et en fait, voilà, ce qu'on dit, c'est qu'on on est capable en tant qu'espèce, parce qu'on a tous les atouts, au niveau des os, des muscles, des tendons et cetera, pour courir de façon plus naturelle avec, moins d'amorti et moins de protection de la part des chaussures. Par contre, si ça fait 20 ans qu'on court avec des chaussures qui pèsent 400 grammes et qui ont des grosses semelles et ben, il faut vraiment y aller de façon très, très progressive, faire une transition qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Mais à la suite de cette transition, on peut trouver du plaisir dans une autre façon de courir qui est donc soit pieds nus, soit avec des chaussures minimalistes, soit avec des sandales qui est un type de chaussures minimalistes. Et en fait, moi, j'ai découvert ça et puis, au fur et à mesure de ma transition, je me suis aperçu que finalement, c'était assez cool de redécouvrir une autre façon de courir, avec, moins d'amorti et cetera. Mais en fait, le truc de se dire, bah, on a un corps qui est fait pour courir pieds nus, qui est fait pour courir sans forcément d'amorti et ben, en fait, c'est hyper plaisant parce qu'on redécouvre une autre façon de courir. Au début, on a les mollets qui sont vraiment en feu parce qu'on n'a plus du tout l'habitude. Mais au fur et à mesure, bah, en fait, cette façon de courir, elle est hyper agréable et moi, je suis pas du tout un prosélyte qui va dire: «Il faut courir 100 pieds nus». Les chaussures, il faut surtout pas courir avec des chaussures parce que tu vois,
au fil des dernières années, bah, je mixe en fonction de mes envies, en fonction de la météo, c'est forcément plus simple de courir en sandales l'été parce qu'on a moins froid aux pieds. Donc voilà, je mixe un peu entre chaussures plutôt classiques, mais à tendance minimaliste, c'est-à-dire globalement des chaussures assez légères, plutôt axées compétition, tu vois, genre des chaussures avec le moins de drop, le moins de semelles possible. Je mixe avec des sandales, je mixe avec des chaussures minimalistes qui ne sont pas des sandales, qui recouvrent tout le pied, mais qui ont des semelles vraiment extrêmement fines. Donc voilà, ça c'est le principe de la chaussure minimaliste et j'adore ça en ce moment et voilà. Excellent, excellent. Et donc, t'expliquais que voilà, bon, tu as eu comment dire, une arrivée dans l'univers de la course à pied minimaliste qui a été progressive visiblement. Est-ce que à l'origine de tout ça, il y a eu un déclic, ça a été une lecture? Par curiosité, Ouais. comment est-ce que tu as plongé là-dedans, entre guillemets? Ouais, bah alors, je vais pas du tout être original parce que s'il y a des gens qui sont un peu là-dedans, ils vont se dire, bah moi aussi j'ai fait la même chose, mais il y a un Born livre to qui Run. Born to Run, exactement, un livre qui est un peu le pamphlet de la course minimaliste, mais bah en fait voilà, exactement, c'est Christopher McDougall qui a écrit ça il y a, alors je sais pas trop de quand date la traduction française, peut-être il y a une petite dizaine d'années. Mais voilà, en fait, un livre qui est vraiment super parce qu'en fait, c'est un mec qui est plutôt journaliste, je pense, mais qui dans ses livres a une approche qui est vraiment où il nous plonge en immersion vers sa découverte à lui. Donc en fait, lui, c'était vraiment le truc de se dire, bah, moi, je me blessais en course à pied un peu tout le temps. J'ai découvert la course à pied minimaliste en allant découvrir les peuples au Mexique, les Tarahumaras notamment, qui eux ont fait de la course à pied minimaliste leur mode de vie parce qu'ils ont toujours couru comme ça. Et en fait, le livre, il est vachement prenant parce que c'est pas tant un livre scientifique ou de journaliste, mais c'est vraiment le livre de quelqu'un qui nous raconte une histoire. Il va au Mexique, il découvre des récits de personnes qui ont, qui ont eux aussi épousé le principe de la course à pied minimaliste, qui ont organisé des courses. Et en fait, dans ce livre, il y a pas mal il y a les meilleurs coureurs au monde. Il y a genre Kylian Jornet, Scott Jurek ou des coureurs un peu comme ça qui font alors je sais plus forcément parce que ça fait longtemps que j'ai lu le livre, mais il me semble qu'il y a une compétition où ils comparent les Tarahumaras qui courent absolument pas pour la compétition, mais juste pour le plaisir, aux athlètes les plus expérimentés en termes d'ultra trail et tout. Et en fait, il s'aperçoit que les Tarahumaras ont vraiment le même niveau que les meilleurs ultra trailers du monde, alors qu'eux, ils courent juste pour le plaisir ou parce que c'est leur mode de vie. Hmm. Et donc voilà, bah, le Born to Run, c'est vraiment le pamphlet qui te donne trop envie de tenter la course à pied minimaliste. Et donc moi, je lisais ça comme ça un peu par curiosité. Je sais pas trop comment je suis tombé dessus. Et puis je me suis dit, bah écoute, ouais, ça a l'air cool. Et en fait, par chance, moi, ça faisait pas si longtemps que je courais. Parce qu'en fait, le principe, comme je te disais avant, c'est que si tu cours depuis 20 ans en grosses chaussures, bah, la transition est compliquée. Par contre, si tu cours depuis peu de temps, enfin, plus tu cours depuis peu avec des grosses chaussures, plus la transition vers la course à pied minimaliste est facile. Et donc, à partir de là, moi, j'ai pas acheté des chaussures minimalistes tout de suite, mais j'ai commencé à acheter des chaussures normales, genre de grandes marques connues, mais plutôt à tendance minimaliste. Ça veut dire pas de drop, les chaussures le plus légères, la semelle la plus fine possible. Et donc, j'ai commencé ma transition comme ça. Déjà, je pense que le truc le plus important que j'ai appris dans ce livre, c'est d'essayer d'avoir une foulée plus naturelle en essayant Hmm. d'avoir une foulée qu'on appelle avant-pied, c'est-à-dire que tu atterris plutôt sur l'avant ou sur le milieu du pied, mais pas avec une attaque talon, qui déjà te fait avoir une foulée plus naturelle. Donc ça, c'est vraiment avant de se dire bah, minimaliste ou pas, c'est vraiment de se dire je vais essayer d'avoir une foulée plus naturelle, plutôt avant-pied, donc avec une cadence de course qui soit plus élevée, en se disant bah, en fait quand je cours, j'essaye de courir sur des œufs et j'essaye de faire le moins de bruit possible quand je cours. Et en fait, rien qu'avec ça, en se disant bah, j'augmente ma cadence et j'essaie d'avoir la foulée la plus légère en faisant le moins de bruit possible, déjà tu es dans une démarche assez vertueuse et puis tu t'apprends déjà à avoir une foulée qui soit plus protectrice pour ton corps. Donc moi j'ai commencé comme ça en me disant bah je vais acheter des chaussures plus légères, je vais courir comme ça et puis au fur et à mesure, c'était il y a 7-8 ans je pense, j'ai découvert un peu la chaussure minimaliste et après j'ai mis un peu mon nez dedans et tu t'aperçois qu'il y a des marques de chaussures qui sont vraiment axées chaussures minimalistes. Tu as les Five Fingers qui sont très connus que moi j'ai jamais essayé. Tu as d'autres marques qui font des chaussures qui ressemblent plutôt à des petits chaussons, tu glisses ton pied dedans et en fait c'est fait. Tu parcourir comme ça. Il y a des sandales qui sont un peu un principe, on en parlait un peu hors antenne,
des marques de sandales. Donc en fait, il y a plein d'alternatives, il y a plein de marques qui proposent des produits. Et voilà, donc moi je navigue un peu entre plein de pratiques minimalistes, plutôt à tendance minimaliste, en sandales, pieds nus ou pas, mais il y a plein d'alternatives en fait. Yes, yes. Bon, s'il y en a qui connaissent pas, du coup, qui nous écoutent, vraiment, allez lire Born to Run, même si c'est pas Carrément. des mordus passionnés absolus de course à pied, c'est quand même, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, très bien écrit. Et c'est vrai que ça interpelle. Mmh. Et forcément, on en arrive à se poser la question de. Parce que je sais plus à quel point il le détaille dans le livre, mais après avoir reçu, on en parlait juste avant de commencer, Nicolas Ouais, Cassier, c'est d'ailleurs au moment où on enregistre l'épisode du jour, trop bien. qui court en sandales. Ouais, j'ai pas Et encore on écouté avait. l'épisode. Ouais, tu me diras ce que t'en penses. Carrément. Mais on a aussi échangé sur Born to Run. Et du coup, après l'épisode, j'étais un peu allé me renseigner, pour le coup, d'un point de vue science, Ouais. là, pour partir à la recherche de est-ce qu'il y a des études, etc., qui montrent que courir pieds nus, finalement, c'est pas bon d'un point de vue physiologique. Ouais. Et non seulement il y en a pas, mais il y en a surtout pas d'études qui prouvent que courir avec des chaussures telles qu'on les connaît Ah bah, aujourd'hui, qui ont en gros 50 ans, t'as aucune étude qui montre c'est clair. que un, t'es plus performant, et deux, alors peut-être pas pour les chaussures avec les lames carbone, mais Ouais. que globalement t'es pas nécessairement plus performant, et que c'est pas bénéfique pour la santé non plus, tu vois. Bah, Donc bien sûr. quand tu commences à creuser, en fait, tu te rends compte que même d'un point de vue scientifique, et je remettrai le lien d'une étude que j'ai trouvée, enfin d'une Ouais. synthèse d'études d'Harvard que j'ai trouvée sur le sujet, OK, trop cool. qui est juste, enfin Ah franchement, c'est ouf, bah, quoi. Là, tu te dis, ouais, ouais. mais en fait, c'est dingue. On a cette croyance dont tu parlais, tu vois, c'est ce dogme de il faut Mmh courir mh. comme ça avec cet équipement. Mais en réalité, ça a 40-50 ans le truc, parce qu'avant, les Ah gens, bah, ils ouais. couraient en ce qu'on appelle aujourd'hui minimaliste, en fait. Ah bah, c'est clair, bah, tu t'aperçois qu'en fait les grandes marques de chaussures, pour ne pas les nommer, qu'on connaît tous, bah, en fait, on regarde les marathons il y a 50 ans, enfin ouais, la course à pied il y a 50 ans, bah, les chaussures étaient beaucoup plus fines, il y avait moins de il y avait aucune technologie d'amorti et cetera. Et en fait, toi tu cites une étude d'Harvard, je suis hyper curieux parce que je sais pas si je la connais, mais il faut vraiment aller voir du côté de la clinique du coureur. Donc je sais pas si vous en avez parlé dans le précédent podcast, mais en fait c'est un groupe de kinésithérapeutes, il me semble, qui sont menés par Blaise Dubois, qui est un kiné qui habite au Québec, et qui sont basés sur qui basent leur travail sur la prévention des blessures en course à pied. Et comme tu dis, ils sont hyper clairs là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune étude qui montre qu'on se blesse moins grâce aux grosses chaussures. Et en fait, eux, ils ont des recommandations qui sont hyper intéressantes, qui disent par exemple que si ça fait 20 ans qu'on court avec des grosses chaussures et qu'on s'est jamais blessé, il y a aucune raison de changer. Il dit que si on débute la course à pied, il faut débuter en minimaliste ou le plus minimaliste possible parce on a ça nous permet de prendre dès le début de bonnes habitudes, parce que le Ouais. problème, c'est que les mauvaises habitudes, tu les prends et après, c'est dur de s'en défaire. Et en fait, le truc, c'est que si tu as des grosses chaussures hyper amortissantes, ça va te permettre d'avoir une attaque talon hyper prononcée parce que tu le ressens pas trop. Tu as l'impression que la chaussure amortit, mais pour autant, bah, ton corps, il mange quand même. Et si tu cours en minimaliste, bah, tu peux pas avoir une attaque Ouais. mauvaise parce que ton corps va tout faire pour amortir. Donc en fait, ces études, elles sont hyper intéressantes. Et Blaise Dubois et son équipe sont assez clairs là-dessus aussi. C'est assez intéressant et c'est pour ça qu'il faut être hyper mesuré même quand on milite pour la chaussure minimaliste. Il dit que passer d'une chaussure classique ou amortissante à des chaussures minimalistes, si on fait n'importe quoi, si on respecte pas une période de transition, ou par exemple, moi je dis souvent qu'on peut courir au début quand on commence en minimaliste, genre 3 fois 2 minutes dans l'herbe par semaine, après une sortie par semaine, après 2 sorties par semaine, etc., mais vraiment très progressivement. Bah, la clinique du coureur, ils disent clairement que passer d'une chaussure classique à une chaussure minimaliste, c'est un facteur de stress supplémentaire pour l'organisme et ça peut être un facteur de blessure. Donc, il faut Hmm. vraiment être très mesuré quand on a envie de commencer en minimaliste. C'est qu'il faut faire opérer une transition progressive, mais par contre, clairement, comme je te disais, le fait de courir plutôt en mode naturel, ben en fait, ça te permet d'adopter une bonne pratique en course à pied parce que tu as plus cette chaussure qui va te permettre d'avoir une mauvaise pratique, mais qui t'amortit pour ne pas forcément sentir l'onde de choc. Quand tu cours pieds nus, tu fais le test, t'enlèves tes chaussures et tu cours pieds nus, bah, directement, ton corps va lui-même prendre la bonne cadence, la bonne façon de courir pour se protéger lui-même des chocs. Et le corps humain, il est hyper perfectionné là-dessus. C'est une super machine qui a tous les atouts pour avoir une course à pied protectrice. Yes.
Ouais, sujet franchement vraiment passionnant. Ah, c'est Je clair. t'enverrai cet article. Alors, je sais pas s'il a été traduit, mais je t'enverrai le compte rendu de l'étude. Et Avec plaisir, ouais. hyper intéressant, je te laisserai regarder, mais notamment, j'ai découvert qu'il y a eu des records du monde sur des distances marathon ou plus courtes que marathon, jusque dans les années 90, des records du monde qui ont été battus pieds nus. Ah ouais, fou. Ouais, Compétition ouais. officielle, hein, et je crois même au JO, hein, ils évoquent un athlète, Abebe Bikila, je crois que c'est. Ouais, 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 bah, lui, c'est un ouais, ouais, c'est il a gagné le marathon des JO pieds nus, donc c'est un peu une légende, ouais, Ouais. carrément et Et tu Zola ouais, ouais, Budd, je sais pas si tu connais, moi j'ai découvert son je nom, c'est connais une pas, femme après je suis OK, ouais, fou, trop bien, qui a couru pieds nus, je crois que c'était en 92, un truc comme ça. trop bien, ouais, Donc ouais, ouais, vraiment passionnant. Ok. On parlait trop des bien. critiques en tout début d'épisode, on va pas Mmh. trop se concentrer sur l'énergie négative, mais par curiosité, c'est quoi le top des objections que tu entends quand tu dis que tu as une pratique minimaliste de la course à pied? Heu, Bah, le plus commun, c'est, bah, c'est n'importe quoi, tu vas te blesser, Ok. parce qu'il faut amortir et tout et ces critiques, je les entends et elles sont parfaitement fondées parce que parce que voilà, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir quelqu'un arriver pieds nus et tu vois, moi je trouve que enfin ce que je dis assez souvent, c'est que le plus dur quand tu cours pieds nus, c'est pas forcément de se mettre à courir pieds nus, mais c'est vraiment accepter le regard des autres. Et tu vois, moi, j'ai eu vachement de mal avec ça notamment quand je courais en club. Au début, j'osais pas forcément débarquer avec mes sandales et j'ai mis pas mal de temps avant de me dire, bon, bah, écoute, le regard des autres, tu t'en fiches et tu pars de chez toi en sandales, tu vas au club en sandales et puis, ils vont réagir trop bizarrement, ils vont te dire, c'est n'importe quoi. Surtout que mon premier coach, c'était un vendeur de chaussures, donc tu penses bien que quand il m'a vu débarquer, il m'a dit, c'est une blague, qu'est-ce que tu fais là? Donc maintenant, tu vois, on en rigole avec mes coéquipiers d'entraînement, avec mon nouveau coach et tout, parce que tout le monde est assez bienveillant. Et en fait, bah, le plus dur, c'est vraiment d'accepter le regard des autres, de se dire, ah bah, tu t'en fiches. Au contraire, ça va attiser la curiosité. Et puis les gens vont se dire, ah bah, finalement, lui, il court en sandales. Et puis, tu vois, en course, quand tu doubles un peu les gens, ils se disent, ah bah, il court pas si mal non plus en sandales. Et voilà, le principal, c'est d'accepter la critique parce qu'elle est parfaitement fondée. Voilà, si des gens disent on va se blesser à cause des chaussures minimalistes, faut accepter ça. Mais ouais, c'est ce qui revient le plus souvent. Et puis, moi, j'aime bien le fait de se dire ah bah ça attise la curiosité, les gens ils me voient passer. C'est marrant parce que souvent, quand tu doubles des gens, t'entends qu'ils s'arrêtent de parler d'un coup parce qu'ils te voient passer. Et puis, quand t'es 10 mètres plus loin, ils reparlent, ils disent ah t'as vu le gars, il était en sandales et tout. Donc, c'est assez drôle. Je pense que le principal, c'est d'être ouvert d'esprit. Ouais, yes. Ouais, bah écoute, je te disais que pour l'épisode avec Nicolas, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tester des sandales donc de la marque Panta, Trop Panta bien. Sandales. Et je lui ai posé la question, tu vois, socialement, est-ce que enfin, est-ce que le plus gros frein, c'est pas un frein social Bah ouais, quand tu te mets carrément. dans la pratique? Et moi, je sais que, en toute honnêteté, tu vois, avant de les essayer pour la première fois, j'ai quand même réfléchi où j'allais Bien aller pour sûr. les tester, tu vois. Ah oui, Je dis, oui, bah attends, oui. si je cours en ville avec ça, non, je vais plutôt essayer Ah bah de les ouais. tester sur trail où il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est Donc, clair, ouais. ouais. Ah, c'est rigolo. Ouais. Ok. Donc, première critique, le facteur blessure. T'as pas de gens qui te disent, ah, mais t'es moins efficace, t'as moins d'amorti, donc tu perds de l'énergie, Heu, ce genre de sujet. Bah, en fait, tu vois, ça, moi, d'un point de vue de la performance pure, il y a quelques mois, je me suis dit je me suis dit: Ça a fait un peu chier» entre guillemets, désolé pour le gros mot, de tenter de faire la meilleure performance possible en marathon, de tenter les moins de 3 heures, tu vois? C'est quand même une belle barrière et tout. Et en fait, ça m'a beaucoup travaillé dans la tête. Je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi pas, acheter des chaussures carbone? Bah, si ça te fait gagner 5 minutes, sur ton record, bah, écoute, autant j'achète des chaussures en carbone, je fais 5 minutes de mieux, mon record, il sera plus impressionnant et puis tout le monde dira: "Ah ouais, il a un record super impressionnant"». Je me suis dit: «Mais peut-être que le fait de faire mon marathon en sandales, ça va être un frein à la performance et finalement, bah, je vais faire une mauvaise performance à cause de mes sandales et tout», tu vois? Et puis, ça m'a pas ça j'ai pas mal cogité là-dessus et puis, dernièrement, je me suis dit: «Bah, en fait, ça m'intéresse plus trop ce discours. Moi, j'ai envie d'avoir un une performance ou un temps sur marathon qui est vraiment le reflet de mes performances, à moi, pas qui viennent d'un élément extérieur».
Et du coup, je vais faire un marathon en sandales. Et puis peut-être que tu vois, au niveau que j'avais lors du marathon de Paris il y a un mois, à niveau égal, j'aurais peut-être fait 3 minutes de mieux en chaussures en carbone. Bah, en fait, j'en sais rien. Et puis moi, je préfère avoir un record et je me dis, bah, c'est mon, c'est mon propre niveau parce que mes sandales, elles m'ont pas forcément aidé. T'as pas de Et correction, quoi. j'ai pas forcément de correction. Et puis, tu vois, on parlait de la clinique du coureur, de Blaise Dubois et tout. Il a, chez un podcast concurrent que j'adore, qui s'appelle Runwise, donc je sais pas si je dois faire de la pub ou pas. Bah, c'est surtout une chaîne YouTube à la base, hyper intéressante, mais il y a un podcast avec Blaise Dubois notamment qui dure, je sais pas, genre 3 heures, donc c'est passionnant et tout. Et en fait, je l'ai écouté après le marathon, donc finalement, ça m'a pas trop influé, mais c'était hyper intéressant où il expliquait que Blaise Dubois, il parlait de la notion de performance grâce au carbone. Et en fait, il remet vachement en cause la notion de performance parce qu'il dit les études Nike qui appuient le truc, c'est qu'elles te disent que tu vas gagner 4% de performance, mais en fait, elles disent que c'est absolument faux parce que dans l'étude, eh ben, en fait, il y a des gens qui ont eu 4% de performance de plus, mais il y a des gens qui ont été testés, mais qui ont eu 1% de performance en moins, donc ils sont allés moins vite grâce aux chaussures en carbone. Donc en fait, quand tu prends l'ensemble des personnes testées, bah, c'est pas si évident. Globalement, ça fait gagner des performances, mais il y a des gens à qui ça fait perdre en performance. Et il parlait notamment du biais psychologique, où en fait, c'est hyper intéressant, mais il disait, bah, si tu as investi 300 € dans une paire de chaussures, tu vois, 300 €, bah, je veux dire, tu sors pas 300 € comme ça pour une paire de chaussures. Et ben en fait, Ouais. il expliquait qu'à chaussures égales, si tu les avais gratuites ou si tu avais sorti 300 €, ce qui est un investissement colossal, et ben en fait, quand tu les as payées à 300 €, bah, mentalement, tu as tout le truc de te dire, bah, j'ai investi et du coup, il y a pas mal de facteurs un peu, je sais plus comment on dit, Placebo? de facteurs placebo exactement, qui font que peut-être que l'effet placebo joue parce que tu te dis: «J'ai acheté la même chaussure que Kipchoge, j'ai mis 300 €, lui, il a fait 1h59 avec ses chaussures, moi, je vais battre mon record», donc c'est un biais qui peut avoir lieu. Et en fait, dans toutes les études de Blaise Dubois, il explique en fait, il peignait toutes les chaussures en noir pour pas qu'il y ait ce facteur placebo. Il y expliquait que maintenant c'est plus compliqué parce que les chaussures en carbone, bah, elles ont une forme très caractéristique, donc tu sais quelle chaussure c'est. Mais voilà, en gros, l'effet placebo, il peut avoir lieu. Mais moi, je me soucie plus de ça. Bah, je me dis, après, pour être franc avec toi, je serais hyper curieux de tester une performance maximale avec chaussures en carbone pour voir si c'est mieux, si je cours plus vite ou pas. Mais bon, je me dis, bah, ma performance, elle appartient à moi, elle appartient pas à une paire de chaussures qui m'a fait gagner 3 minutes. Mmh. Et je charrie pas mal de potes et je leur dis, bah, toi, t'as couru, t'as fait 2,56 avec des chaussures en carbone, donc en fait, je vaux mieux que toi. Et on n'en sait rien, mais le but est de prendre du plaisir en courant. Chaussures en carbone ou pas, moi, j'ai aucun mal à. Ouais. Enfin, voilà, il y a aucun souci si des personnes ont envie de courir avec des chaussures en carbone. Moi, j'ai aucun souci là-dessus, mais voilà. OK. Bah, écoute, je t'enverrai une autre étude et après promis, j'arrête de faire référence à des études, mais celle-là aussi Ouais. d'Harvard, et la conclusion de celle-ci, c'était qu'en fait des chaussures minimalistes, tu as alors ils font pas le lien directement avec la performance, mais tu as d'un point de vue économie d'énergie, Ouais. tu as une amélioration de, alors je crois que c'était 2,4 à 3,3 donc un OK. point, en gros, tu as un point de marge, Ouais. par rapport à des chaussures classiques. Justement parce que comme tu as une foulée OK. beaucoup plus naturelle et que tu peux pas atterrir avec le talon comme un gros bourrin, bah, en Ouais, fait, ouais, ouais. tu as un maximum d'énergie qui t'est restitué à chaque Ouais, ouais, foulée. ouais. Trop bien. Donc, pareil, hyper intéressant. Mmh. Ok, 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 ok. Bah écoute, Mmh mh. passionnant. Donc aujourd'hui, tu disais que tu as une approche mixte finalement, voilà, selon le type d'épreuve, la période de l'année, etc. Tu cours uniquement sur route ou tu as aussi cette pratique minimaliste sur trail? Alors, ça, gros sujet en ce moment parce que c'est un peu ma réflexion. Alors moi, en fait, en niveau course à pied, j'ai commencé la course à pied quand j'étais à Grenoble. Je devais avoir 22 ans, un truc comme ça et j'ai débuté sur route parce que c'est le plus facile et en fait, rapidement, j'ai découvert par des potes qu'en fait, on pouvait aussi courir en sentier, donc ça s'appelle le trail et cetera, tu vois? Bon, bah, c'est très connu maintenant, mais je savais pas forcément que ça existait et en fait, ils m'ont emmené, faire du trail. J'avais découvert ça à Grenoble et clairement, quand j'ai découvert le trail, j'ai complètement arrêté la route parce que, en fait, c'était vraiment le trail, c'est vraiment trop, trop bien, quoi. Tu as beaucoup plus cette notion de liberté, de paysage, de découverte et tout qui est hyper cool. Sauf que j'ai découvert le trail et un an plus tard, je déménageais à Lille et là, grosse déprime, tu vois? Tu te dis, enfin, du coup, bah, juste avant de déménager, bah, j'ai fait le
plus possible de trail, mais jamais, enfin pas du tout à un gros niveau. J'ai pas vraiment fait de compète, j'ai fait deux trails de 20 kilomètres en gros, tu vois, et j'ai atterri à Grenoble. Et donc, arrivé à Grenoble, je me suis dit, bah, il faut faire le deuil du trail parce que c'est plus compliqué, t'as pas de montagne et tout. Donc là, j'ai vraiment fait que de la route, ce qui m'a permis d'essayer plutôt de chasser les chronos en route, etc. Et là, en fait, surtout par le vélo longue distance, je sais pas si tu voudrais qu'on en parle un petit peu, mais en gros, j'ai découvert ces dernières années, j'ai fait beaucoup de vélo longue distance sur route, plutôt sur route. Et là, je découvre un peu le vélo longue distance en gravel. C'est marrant parce qu'il y a le lien entre gravel et route, c'est vraiment les mêmes liens, les mêmes parallèles qu'entre course à pied route et course à pied Ouais. trail. Et en fait, ouais, là, même si j'arrive pas à m'entraîner à Lille, enfin, même si je peux pas m'entraîner en montagne à Lille, qu'il faut que je retourne dans les Alpes, ce qui est un peu compliqué, mais ce que je vais essayer de faire. Je me suis pris de passion par les efforts longs, voire très longs, à vélo, notamment en faisant des courses, tu vois, genre la RAF, c'est la Race Across France, 2500 ou 2600 km. Donc, j'adore les efforts longs à vélo. Et puis cette année, je me suis dit, bah, pourquoi pas se remettre sur trail? Enfin, pourquoi pas refaire des trails, même si j'habite, c'est un peu compliqué pour s'entraîner, mais un peu de façon un peu tête baissée. Il y avait notamment quand j'étais à Grenoble, c'était les premiers UT4M, donc Ouais. l'ultra tour des 4 massifs autour de Grenoble, donc sur 170 km. Et cette année, bah, j'annonce mon retour sur trail, mais en grillant toutes les étapes, sans me dire, bah, je vais commencer par 20, après 40, après 50, 100 km, et puis au bout de 4 ans, je vais faire un ultra trail. Je me suis inscrit sur l'UT4M 170 km direct. Waouh. Parce que je me dis, bah, tu vois, en vélo, j'avais un peu cette philosophie de me dire, bah, on s'inscrit et puis on réfléchit ensuite. Et je me suis dit, bah, écoute, j'ai fait des efforts longs à vélo, je sais ce que c'est de faire une compétition qui dure genre une semaine sans interruption. Du coup, bah, écoute, je vais pas passer 5 ans d'entraînement avant de faire l'UT4M qui me fait rêver. Et puis moi, je me dis, tu vois, quand je regarde une course, quand on pense par exemple à l'UTMB ou à l'UT4M ou à je sais pas quelle course, et ben en fait, l'UT4M, le nom, c'est l'Ultra Tour des 4 Massifs, et en fait, il y en a qu'un d'UT4M, c'est le plus gros, c'est le 170. Donc moi, j'ai des potes qui m'ont dit, bah, fais plutôt le challenge qui consiste à faire 40 kilomètres par jour pendant 4 jours. Ouais. Bah, au bout d'un moment, je me dis, bah, autant faire tout d'un coup, ça prend moins de temps. Donc ouais, bah, j'ai eu des pulsions à me dire, bah, j'ai trop envie de retourner en trail. J'adore la longue distance parce que les efforts longs, c'est vraiment ce qui me passionne. Il y a un truc que tu dois connaître parce que ça, je sais que tu as fait la PTL, tout ça. Donc, il y a un truc de se dire, bah, ça dure tellement longtemps qu'on a vraiment le temps de découvrir plein de sentiments différents. Tu vois, au début, tu es en forme. Après, tu dois accepter le fait que tu sois vraiment épuisé. Au bout d'un moment, tu as de l'énergie qui revient. C'est long, tu as des jours, des nuits. Donc, j'adore ça à vélo. Je me suis dit, allez, on se lance en trail, mais je stresse vachement parce que je me dis, sans m'entraîner au dénivelé, ça va être hyper dur, mais voilà, j'ai tout Au mon temps, j'ai mental. aucune pression au mental. Je mettrai 2 jours s'il faut mettre 2 jours. Donc voilà. Yes. Et donc en minimaliste, tu vas le faire ou Non, bah alors, ça, c'est la grosse réflexion du jour parce que j'ai en j'ai envie de le faire en sandales parce que tu vois, là, en fait, là, dans le Nord, j'ai fait un 60. Non, je te dis des bêtises parce que j'ai fait un 62 kilomètres, mais pas en sandales, en chaussures de trail normales parce qu'il y avait beaucoup de boue. Mais un trail de 62 dans le Nord, c'est vraiment très plat, tu vois, il y a pas de montagne, pas de dénivelé et tout. J'avais fait un genre un 59, il me semble, l'année dernière en sandales, mais parce que c'était très sec, donc ça s'est hyper bien passé. Alors, l'UT4M, j'aimerais bien le faire en sandales. Heu, mmh, mais en fait, ça dépend vraiment si c'est très boueux. Si c'est très boueux, ça me semble compliqué. Là, bah, tu parlais de penta. Moi, je teste aussi en ce moment des pentas, mais vraiment route. Je vais essayer d'avoir des modèles trail, mais je m'en rends pas encore pas trop compte parce que j'ai fait une petite sortie trail de 15 bornes, à Chambéry. Il y avait pas mal de boue, mais c'était avec mes pentas de route, tu vois? Mais je sentais quand même que tu as quand même quand le pied avance dans la sandale, bah, tu as un petit point de friction entre les doigts de pied, donc
c'est comme quand je cours sur route, bah, je me mets pas du tout la pression. C'est pas un objectif en soi de courir en sandales. Je le ferai si je le sens et si j'ai le temps de faire pas mal d'entraînement parce que si tu t'entraînes pas avec, bah, Ouais. ça vaut pas du tout le coup. Je pense que enfin, ce qui est hyper agréable en sandales, c'est que tu pas les pieds qui j'allais dire qui infusent dans les chaussures, c'est un peu je sais pas comment on dit, mais tu pas trop les pieds qui chauffent dans la chaussure et du coup, ce qui font que tu as des cloques et les pieds les pieds qui ont un peu du mal, ça, c'est un avantage avec les sandales, c'est que tu as les pieds à l'air libre, donc qui se réchauffent pas et tu as moins d'ampoules, tu as moins de fissures sous la semelle et tout. Par Ah, d'ailleurs, contre, ouais. pardon, je te coupe, mais j'ai une Ouais, vas-y, question par vas-y. rapport à ça. Parce que j'ai remarqué du coup ce que je te disais que je testais des sandales. Donc ce Ouais. que j'ai fait, comme je suis en train de faire, je suis en train de faire un certain nombre de randos pour faire Ouais, bien sûr, ouais. la liste de courses d'accompagnateurs moyenne montagne. Donc tu vois, c'est des OK, randos avec des parcours imposés, machin. trop bien. En tout cas certaines. Donc ce que je fais, c'est que je pars avec les sandales dans le sac, et puis pour certaines, je finis, tu vois, les randos, les 5, 10 derniers kilomètres Ouais, bien sûr, ouais. avec les sandales, et j'enlève les chaussures de trail. Et plusieurs fois, surtout sur les randos vraiment avec pas mal de dénivelé, tu vois, 1005, 1006, fin de la rando, en fait, j'ai du mal à mettre les sandales parce que j'ai les pieds qui ont gonflé, tu vois, dans les chaussures, justement, qui pour OK, le ouais. coup, ça a infusé, tu vois. Ouais, ouais. Et je me suis posé la question, du coup, spontanément, je me suis dit, bah, en fait, les pieds, c'est des muscles, tu vois, enfin, c'est Ouais, quand même beaucoup de muscles. Donc, bah, c'est comme quand tu vas à la salle de sport, tu fais 3 sets de 30 répétitions sur, je sais pas, un mouvement avec les biceps, tu as le ouais, biceps qui gonfle. Donc, je me suis ouais, dit, bon, bien c'est sûr, peut-être ouais. ça. Mais du coup, toi qui as l'expérience, est-ce que quand tu es en sandales, le fait que tu aies beaucoup moins de, finalement, le pied soit pas contraint dans le chausson, est-ce que tu as aussi ce mécanisme de gonflement, par exemple à la fin du marathon? Est-ce que tu avais les pieds vraiment gonflés dans tes sandales, ou tu as moins ce phénomène? Bah, écoute, alors pour être honnête avec toi, j'en sais rien et je pense que si j'en sais rien, c'est que c'est pas quelque chose qui m'a choqué quand Tu j'ai l'as pas remarqué, terminé quoi. et ouais, bah, clairement, en effet, il y a avec quand on court, on marche avec des chaussures en rando, par exemple, c'est hyper important d'avoir des chaussures qui sont un peu plus larges que quand tu débutes parce que tu anticipes le fait que ton pied va gonfler et tu vois, dans les chauss un des critères de chaussures minimalistes, c'est le fait d'avoir une, en anglais, on dit toe box, enfin un espace large au niveau de l'avant du pied qui permet à tes doigts de pied de pouvoir, avoir assez d'espace à droite et à gauche pour, avoir une meilleure proprioception. Donc ouais, ouais, bah, je pense que en sandales, en effet, tu as moins les pieds qui gonflent et tout, mais par contre, ouais, ça toi, tu parles de rando et moi, ça fait longtemps que déjà je fais des randos à minima en chaussures de trail parce que je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise en chaussures de trail assez fines qu'en gros, Ouais. qu'en énormes chaussures de rando, tu vois? Bon après ça dépend, j'ai eu des discussions avec des médecins, enfin avec des potes et tout, mais la chaussure de rando qui protège la cheville, ça peut avoir un intérêt quand tu es dans un gros pierrier et que tu as des cailloux de 5 kilos qui te tombent sur la cheville, ouais, là, OK, tu te casses pas la cheville. Mais globalement, moi, ce que j'ai constaté sur des randos sur des GR assez classiques, qu'avec des chaussures de trail un peu minimalistes, tu es bien plus à l'aise parce que ton pied bouge un peu plus. Et moi, ouais, bah, là, les dernières randos que j'ai fait, j'ai pas mal fait en sandales et tout. Et en fait, comme tu dis, c'est hyper intéressant d'avoir une approche un peu mixte où bah, tu as des chaussures de trail et les sandales dans le sac, ou inversement, dès que le sentier devient un peu plus facile, hop, tu passes en sandales. Et en fait, ouais, des fois, ça fait vachement de bien d'être en sandales. Et puis, tu vois, il y a un truc marrant, c'est que quand tu fais du ski ou quand tu fais de la rando, et ben en fait, quand tu finis ta journée, le premier truc que tu fais, tu es hyper soulagé de le faire, c'est d'enlever tes chaussures. C'est clair. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que en fait, ton pied, il respire pas et tu es tellement content d'enlever ton pied et de te mettre en tongs, quand tu arrives au refuge. Donc ouais, courir en sandales ou enfin faire de la rando en sandales et tout, c'est vachement mieux là-dessus. Par contre, tu vois, je me suis aperçu que ouais, il y a clairement quand tu es en sandales, que tu fais du trail vraiment vénère et que tu dois descendre des descentes assez techniques, tu as quand même le risque de mettre un coup de pied dans une racine ou dans un énorme caillou et là, bah, là, je sais pas trop comment ça se passe, tu vois? Sur un ultra où tu cours de nuit et tout, donc c'est pour ça que pour l'instant, je sais pas si je suis capable de le faire en sandales Mmh. et faudrait que je teste. Là, j'ai prévu en prépa de ce trail de faire genre des week-ends avec des genres de une journée en trail, genre de 40 ou 50 kilomètres pour tester ça sur du plus long. Mais oui, il y a clairement le risque. Moi, j'ai trop peur de mettre un coup de pied dans un caillou et c'est fini, tu vois? Enfin, donc
Donc voilà, si je m'entraîne suffisamment en sandales et que je sens que je suis capable de le faire, je le ferai. Par contre, j'ai rien à prouver à courir en sandales ou courir en chaussures de trail. Si je dois courir en chaussures de trail, je le ferai, mais Ouais. clairement des chaussures de trail accès minimaliste, genre pas de drop, semelle assez légère et tout. Il y a pas mal de marques en font. C'est quand même, je préfère. Ouais, yes. Ouais. Ok. Ok, ok. Oh là là. En tout cas, ça donne vraiment envie, tu vois, de creuser le sujet Ouais. et d'en apprendre un peu plus. Et en matière de creuser justement et de partager les connaissances, toi, tu as décidé d'aller plus loin que de juste faire des podcasts ou de vivre ta pratique, puisque tu as un site qui est quand même bien fourni. Alors, pour le coup, plutôt sur la partie cétogène, il me semble. Hein. Oui, exactement. Ouais, plutôt, Ouais. ouais, Donc, ce que je te propose, c'est qu'on transitionne là-dessus. carrément. Comment est-ce que tu expliquerais de manière simple ce qu'est un régime cétogène à quelqu'un qui en a vaguement entendu parler, mais voilà, qui serait pas capable de l'expliquer lui-même? Bah, trop cool. Super exercice. Je vais résumer en une phrase parce que plus c'est rapide, plus c'est dur, mais en même temps, c'est mieux pour les auditeurs. En gros, pour faire hyper simple, le corps humain, il a 2 sources d'énergie, c'est les sucres, donc tout ce qui est, glucides ou sucres rapides, heu, qui sont stockés de façon, assez petite parce qu'on a des réserves de sucre qui sont en gros de 2000 calories et il a un deuxième réservoir d'énergie qui sont les matières grasses et là, qui sont stockés de façon, immense dans le corps parce que en gros, on a tous en nous, 10 ou 20 de matières grasses, ce qui représente des réserves de, 50, 100, 150 000 calories. Donc en gros, la différence entre ces 2 réservoirs d'énergie, c'est la taille et en fait, si tu apprends à brûler des matières grasses pendant l'effort, beh, théoriquement, tu peux courir, ou faire du vélo des jours entiers sans avoir trop besoin de t'alimenter parce que ta glycémie va rester stable, parce que tu vas pas taper dans ton stock de sucre. Donc en fait, le régime cétogène, c'est vraiment ça, tu adaptes ton alimentation en ayant une alimentation pauvre en glucides, donc tu limites au maximum à la fois les féculents, et à la fois les sucres rapides, donc tout ce qui est jus, soda, pâtisserie et cetera et si tu manges moins de sucre et moins de féculents, bah, ton corps, il va se dire: «Ouh là, mais là, tu viens de me priver de ma source d'énergie favorite» parce qu'en fait, tu manges du sucre, tu brûles du sucre parce que c'est le schéma le plus simple, métaboliquement parlant et à partir du moment où tu réduis ta consommation de sucre et de glucides dans ton alimentation, ton corps apprend à, accède à ce réservoir de matières grasses qui sont donc sa deuxième source d'énergie et là, tu débloques des réserves d'énergie qui sont quasiment illimitées. Comme je te disais, tu peux courir des heures et des heures théoriquement sans t'alimenter et donc voilà, ça, c'est le principe du régime cétogène. C'est, apprendre à brûler des matières grasses pendant l'effort, laisser ses stocks de glucides au repos pour avoir besoin de très peu s'alimenter pendant l'effort, d'avoir une énergie beaucoup plus stable, avoir moins ce truc de pic de glycémie que Mmh. tous les sportifs connaissent. Genre, tu débutes ta course, tu euphorique, tu as plein d'énergie. Au bout d'une heure, bah, tu sens que ta glycémie au plus bas parce que tu as des vertiges et tout. Donc, tu manges un gel énergétique. Ta glycémie, elle remonte en flèche. D'un coup, tu as un pic d'énergie comme quand tu as commencé, 1 heure plus tard, tu as ta glycémie qui a encore chuté, donc tu remanges une banane ou un gel énergétique, ça remonte et en fait, pendant tout ton ultra trail ou quoi, tu as ta glycémie qui file yo-yo comme ça et en fait, grâce au régime cétogène, en apprenant à brûler plus de graisse pendant l'effort, tu as une glycémie qui est plus stable et là, tu as moins ce truc de devoir t'alimenter, pour, éviter la fringale et cetera et ça, c'est pour résumer le régime cétogène en 2 minutes. Je sais pas combien j'ai mis de temps. Ok, ok, super clair. Et donc ça, même question que pour la course à pied minimaliste. Comment est-ce que tu es tombé dans le sujet? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire de ce côté-là? Et ben, en fait, il y a le même gourou que pour la que pour la course à pied minimaliste. Donc en fait, j'ai découvert ça, alors là, vraiment par hasard parce que je savais pas que ce livre parlait de ça. Mais Christopher McDougall, il a écrit Born to Run, mais il a écrit aussi d'autres livres et je sais pas si tu l'as lu, mais il a aussi écrit Tous des héros aux éditions, Guérin, Paulsen et également et c'est marrant parce que tu avais invité Caroline Prigent, dans le dernier podcast et je lui ai envoyé un MP parce qu'elle parlait vachement de qu'elle, elle s'intéressait au principe de mouvement naturel et cetera et en fait, je lui ai dit: «Il faut que tu lises Tous des héros» de Christopher McDougall parce que dans ce livre, il il parle vachement de personnes qui ont découvert des principes
de mouvements naturels, dans leur pratique du sport ou de la course à pied. Donc, moins aller à la salle de sport, mais plutôt, faire de l'entretien physique grâce au poids du corps, grâce à des mouvements de saut naturels et cetera. Et donc, comme Born to Run, livre passionnant d'un mec qui te plonge dans une histoire où là, il est en Crète, enfin sur l'île de Crète, il parle de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, et cetera, qui gambadent sur des montagnes, hors sentier pour, amener des qui sont messagers pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont capables de courir des jours, avec une énergie complètement folle grâce aux mouvements naturels. Et notamment, à un moment donné dans le livre, il explique que ces fameux messagers pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont découvert le principe de l'énergie infinie. Donc j'ai vraiment lu ça, ce terme dans ce livre. Il disait heu, ils ont découvert ce principe et grâce à ça, ils se nourrissent uniquement pendant plusieurs jours de bouillon d'ortie avec 0 calories et ils ont une énergie infinie. Ils sont joyeux dans leur pratique sportive parce qu'ils ont plus besoin de s'alimenter et de pallier, comme je te disais, ces hypoglycémies à répétition et tout. Et tu vois, moi, je lis ça, je lis le terme de énergie infinie et tout, alors qu'à l'époque, je faisais 2 heures, à vélo et puis je me tapais des fringales comme tous les sportifs, comme on a tous connu et tout. Et je me disais: «Bah, c'est quand même fou ce truc, ça a l'air vraiment trop bien», et en fait, dans ce livre, il parlait pas du tout il écrit pas du tout le terme de ce régime cétogène et tout. Donc moi, je lisais ça, je me suis dit: «Oh, ça a l'air trop bien», et en fait, ouais, ça fait un peu gourou, mais le mec, il m'a un peu motivé à tenter la course à pied minimaliste. Et là, ouais, j'étais à une période de ma vie à 6-7 ans, 6-7 ans, ouais, où j'étais un peu ouvert aux expérimentations et je me suis dit: «Bah, ça a l'air trop cool son truc de courir en montagne pendant des jours avec une énergie infinie. Écoute, je sais pas comment ça s'appelle et tout, mais je vais tenter». Et en fait, j'ai j'ai découvert vraiment, de façon, hasardeuse et sans trop savoir où j'allais, atterrir, que ça s'appelait le régime cétogène ou le régime low carb et tout. Et donc j'ai commencé l'aventure comme ça, mais en faisant un peu n'importe quoi parce qu'en fait, il y avait aucun écrit en français sur ce sujet, tu vois? Donc j'étais un peu sur les blogs américains un peu obscurs et tout, et j'ai commencé comme ça. Et donc c'était il y a 6 ou 7 ans, ouais. Waouh! OK. Mais le livre, faut le lire, hein, c'est fou, hein. Ouais, Tous bah, des écoute, héros, ouais. je savais pas qu'il en avait fait d'autres que Born to Run. Ouais, ouais, Bon, ouais. Alors attends, juste une anecdote, mais c'est que le troisième, il dit qu'il court avec un âne. Donc j'espère que je l'ai pas encore lu, et j'espère que je vais pas le lire parce que si je commence à courir avec un âne, là, ça va vraiment partir en live et voilà, UT4M avec un âne. ouais, c'est clair, mais Énorme. bon, voilà. OK, OK, bah, écoute, je vais aller regarder ça. Et donc concrètement, aujourd'hui, le fait de suivre un régime cétogène, est-ce que c'est, juste pour comprendre, est-ce que c'est un mode de vie, c'est-à-dire que c'est complètement intégré à ton alimentation du quotidien? Ou est-ce que c'est une manière pour toi de préparer certains événements que tu fais de manière, tu vois, enfin un Plus régime que du coup tu ponctuel, ouais. adoptes sporadiquement? Ouais, bah, alors, en fait, moi, j'ai commencé ce régime parce que dans les trucs qui étaient vendus un peu partout, c'était amélioration des performances sportives. Et tu vois, moi, j'étais dans un mode, course à pied à fond, je voyais que le chrono, je n'avais rien autour. Donc je me suis dit: «Oh, amélioration des performances sportives, je peux faire tous les sacrifices, si c'est pour gagner 1 minute aux 10 kilomètres, je le ferai». Donc j'ai commencé vraiment en mode performance, performance et tout. Et et maintenant, j'ai vraiment changé de point de vue et ça m'a fait ouvrir les yeux sur ce changement de point de vue où je suis plutôt en mode, maintenant je sépare plus la nutrition sportive et la nutrition du quotidien. Parce qu'avant, tu vois, quand j'avais une alimentation plus classique, basée sur les glucides et tout, j'étais plutôt, bah, en fait, le truc, c'est que tu manges, tous les jours, un peu, enfin, tu manges un peu classique tous les jours, mais tu adaptes ta alimentation autour des séances en te disant: «OK, avant ma séance, je mange des glucides, du coup, il faut que j'ai un repas différent avant mes séances qu'après, Mmh. que si j'ai pas de séance». Là, je suis dans un mode où le régime cétogène, par habitude, bah, je me rends plus vraiment compte que je mange cétogène ou en glucides parce que c'est une habitude dans l'assiette que j'ai depuis ouais, 6 ans maintenant, en mode, bah, quand je me fais à manger, bah, je mets des légumes, de la viande ou des œufs pour les protéines ou du poisson. J'arrose d'huile d'olive ou un peu de beurre pour les matières grasses. Et en fait, quand ça devient une habitude dans l'assiette, bah, en fait, tu t'en rends même plus compte que tu manges un peu différemment. Par contre, c'est vrai qu'au début, quand tu commences, bah, il faut apprendre plein de choses, apprendre à compter les macronutriments, avoir des listes de courses pour pas faire n'importe quoi et tout.
Mais ouais, je sais plus trop ce qu'était ta question de base, mais ouais, maintenant c'est vraiment inscrit dans mon quotidien. Donc on va dire qu'en 6-7 ans, j'ai des phases qui sont vraiment strictes parce que je le vis bien comme ça. J'ai des phases qui sont un peu plus souples, parce que voilà, faut vivre aussi, on vit en société, donc je suis OK là-dessus de moins me prendre la tête, de pas culpabiliser en me disant: «Ah bah j'ai mangé, une part de gâteau, des pâtisseries ou quoi», ou tu vois, tu es invité, faut bien être conscient que c'est un régime assez contraignant au quotidien, donc si tu tolères aussi bien les glucides et que tu as des fenêtres un peu plus cool, bah, faut pas trop se prendre la tête là-dessus, mais donc voilà, mais ouais, voilà, maintenant en fait, je sépare plus du tout la nutrition, autour de la du les des séances et la nutrition pendant, parce que c'est assez intéressant en cétogène, parce que tu te dis, tu as une approche de la nutrition qui dit: «Bah, il y a qu'une seule nutrition qui vaille, c'est celle de la vie de tous les jours», et en fait, c'est un peu absurde de se dire: «Bah, OK, autour des séances, je dois manger différemment». Bah non, on est un en tant qu'être humain, bah, il y a pas de raison en fait qu'on mange différemment autour des séances qu'après, et ça, c'est hyper intéressant en cétogène, c'est que en fait, je suis prêt à aller courir, que je sois à jeun ou que j'ai mangé des glucides ou pas. En fait, ça, c'est hyper cool. C'est une liberté d'esprit qui est hyper cool. C'est que, quel que soit ton repas, juste avant la séance, et en fait, c'est tout le temps prêt parce que ton corps, il va brûler des matières grasses, donc tu as pas besoin de cette recharge glucidique qui fait que tu vas devoir, te lever à 4 heures du mat ou à 5 heures avant une course et tout. Non, tu pars à jeun. Ton énergie, elle est dispo, elle est déjà en toi, c'est tes matières grasses et puis zou, quoi. Ok, donc pas de distinction entre le régime sportif, enfin c'est vraiment intégré à ta vie de tous les jours. Ouais, ouais. Ça me fait penser, tu vois, en même temps j'essaie de retrouver son nom, mais à ce que tu disais finalement en intro que voilà, tu essaies de... En fait, tu as une approche qui va un peu à l'encontre des dogmes de ce qu'on veut nous faire croire qui est tu vois, la seule façon de Ouais. s'alimenter avant une course, de se chausser pour courir, etc. Mmh. Euh, Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Ah voilà, Ouais. Glucose Goddess. Je sais pas si tu connais cette femme, Jessie Inchauspé, OK, qui est française. Je t'enverrai la ref, qui est OK, française, ouais, mais qui en fait, son taf, c'est de faire de la vulgarisation scientifique pour des trop bien. laboratoires de recherche et je crois uniquement américains. En tout cas, elle est basée aux US OK, et ouais. elle a publié un livre. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, je t'enverrai tout Peut-être ça. Glucose Révolution ou je Ouais, sais. exactement, Glucose OK, ouais, Révolution, ouais. ouais, j'ai vu Exactement passer. ça. Et c'est passionnant, Trop justement, bien. parce que, en fait, elle vient faire la synthèse des conclusions des plus grandes recherches de ces dernières années sur la glycémie. Ouais, trop bien. Euh, et elle partage des choses, mais enfin, moi qui m'ont bluffé, je me dis, punaise, mais comment ça se fait que des trucs aussi simples, on n'apprenne pas ça, en Ouais. fait, limite à l'école, tu vois. Elle Mmh. expliquait que, par exemple, à assiette équivalente, c'est-à-dire exactement les mêmes aliments dans ton assiette, selon l'ordre dans lequel tu manges tes aliments, Ouais, l'impact sur ta glycémie est genre énormissime. Tu as des bien différences sûr, ouais. dans les pics de glycémie de 75%. Ah ouais, ouais, ouais. Par exemple, tu commences par manger la salade, qui en fait c'est tout bête, hein, mais on a un tube digestif. Ouais. Donc la Mmh. première chose qui est digérée, c'est la salade. Et ben, si tu enchaînes avec des glucides, ben, en fait, Ouais. ton pic de glycémie il va être bien moins important que si tu commences par les pommes de terre. Tu vois. Ouais, ouais, carrément, trop Euh, bien. et c'est juste, enfin, j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, incroyable. Ouais, Donc, ouais. et ce qui va effectivement, tu vois, elle parlait pas, elle évoque aussi l'exemple dans les croyances les plus fortes du plat de pâtes avant une course. Elle dit, mais en fait, Ouais. c'est une connerie, tu vois, alors qu'elle est pas sportive ou voilà. Ouais, ouais, Mais ouais. Bah, après, c'est très pas très forc intéressant. tu vois, c'est pas une Enfin, une connerie. connerie, C'est enfin. quand on te dit qu'il faut absolument faire Ouais, ça, ouais, bon, mais en fait, il faut c'est être conscient que, bah, dans les exemples que tu cites, c'est que le principe, c'est que plus tu vas manger des aliments à index glycémique ou à charge glycémique haute, plus tu risques d'avoir une hypoglycémie réactionnelle, parce que, sans rentrer dans les grandes lignes, en gros, ta glycémie, il faut qu'elle soit stable. Ton corps, il a besoin d'une glycémie stable. Sauf que quand tu manges beaucoup de sucre très rapide, ton pancréas sécrète de l'insuline, qui est l'hormone qui va faire baisser ton insuline pour la faire revenir à un niveau bas, enfin un niveau, un bon niveau. Et en fait, si tu manges enfin, le risque de la pasta party ou des gels énergétiques avec un index glycémique trop haut, c'est qu'en fait, tu risques l'hypoglycémie réactionnelle
parce que ton insuline va faire chuter ta glycémie à un niveau plus bas qu'elle devrait être. Donc voilà. Et dans l'exemple que tu cites, je crois qu'elle parle de ça, mais tu vois, il y a pas mal d'exemples d'alimentation traditionnelle entre guillemets, où par exemple en Asie, ou au Japon par exemple, on met du vinaigre de riz dans le riz, et en fait c'est des astuces qu'on a depuis des centaines d'années qui, sans le savoir, enfin on n'a pas fait ça forcément pour ça, mais qui permettent d'abaisser le pic de glycémie. Donc comme tu dis exactement, grâce à la salade. Et tu vois, donc la salade, tu mets du vinaigre de cidre, ça améliore la chose et tout. Donc, donc ouais, hyper intéressant. Et puis comme ce dont tu parles, enfin il y a plein d'astuces, genre pas manger des glucides trop rapides tout seul, ou en fait si tu manges avec des matières grasses ou des protéines, ça te fait mieux gérer la glycémie et tout. Donc ouais, le régime cétogène, c'est une alternative qui est vraiment radicale, et il faut avoir un vrai engagement là-dedans si on veut se lancer, sinon ça marche pas. Par contre, il y a d'autres alternatives, et moi je suis tout à fait OK avec les gens qui mangent des glucides et du sucre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les tolèrent très bien. Par contre, quand tu manges des glucides et du sucre, tu peux mettre en place, comme tu dis, le coup de la salade et tout, des stratégies qui te permettent de moins voir ce pic de glycémie, Ouais. et clairement de privilégier des aliments entiers à index glycémique bas, plutôt que des sodas et des gels énergétiques à tout va, Ouais, parce que ouais. c'est ça le pire, quoi. L'impact sur ta performance, du coup, puisque c'était, même si c'est plus le cas aujourd'hui, c'était comme tu disais, la Oui, motivation ouais, ouais, initiale. ouais. Alors, ça, je vais être franc avec toi, je pense pas que ça ait eu un impact sur ma performance. D'ailleurs, les études sont relativement claires qu'il y a globalement pas ça, on constate pas forcément d'amélioration de la performance, parce que je pense que l'amélioration de ma performance, j'ai amélioré mes performances depuis que j'ai commencé le régime cétogène, mais en même temps, c'était en genre 6 ou 7 ans de sport. Donc on peut se dire que quelle que soit l'alimentation, si tu t'entraînes un peu sérieusement pendant 6 ou 7 ans, forcément tu vas améliorer tes Ouais. performances. Donc, voilà, je pense que j'ai amélioré mes performances grâce à l'entraînement. Par contre, ouais, clairement, le régime cétogène, ça apporte vraiment un confort au quotidien de pouvoir s'entraîner plus. Moi, je constate que je peux faire des plus grosses semaines sans finir mes séances, écroulé sur le canapé avec la glycémie qui est à zéro, en mode donne-moi un paquet de Kellogg's, et là je vais le défoncer à la fin de ma séance. Tu vois, je finis mes séances, même si c'est des séances très intenses, genre du fractionné assez intense sur piste et tout, je finis ma séance, je suis plus affamé, en manque de sucre. Donc je peux manger des repas pauvres en glucides et tout. Donc je pense que ça a permis d'améliorer mes performances, surtout d'un point de vue du confort que ça t'apporte dans ta pratique sportive, Ouais. de plus forcément avoir besoin de calculer ses repas, d'avoir ces pics de glycémie, de finir ses séances complètement rincées et tout. Donc ça, ouais. Au niveau de la récup, il y a quelques études qui laissent à penser qu'il y a une petite amélioration de la récupération avec moins de radicaux libres, ou moins de trucs dans ton corps qui te crament un peu. Donc il y a des études qui pourraient suggérer qu'il peut y avoir une petite amélioration au niveau de la récup et tout, mais voilà, moi je suis clair là-dessus, c'est pas le régime cétogène qui m'a fait améliorer mes performances sportives. Mais tu vois, par Ok. exemple en ultra trail, je me dis sur l'UTMB, c'est cool parce que je vais moins être dépendant du sucre pour courir pendant 40 heures, ce qui fait que j'ai moins de risques de problèmes digestifs, parce qu'on sait qu'en ultra, un tiers des abandons, c'est les problèmes digestifs. Donc voilà, faut plutôt le voir comme un outil qui te permet d'avoir un meilleur confort dans ta pratique sportive, mais pas comme un outil qui va te faire améliorer tes performances. Ok. Ok. Ouais, c'est un bénéfice indirect en fait. Je Ouais, vois. exactement. Ok. Mm. Et oui, parce que ça, c'est un autre élément qui m'a vraiment marqué. C'est que, et tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais il me semble que Ouais. tu as fait le marathon sans boire, Ouais. sans manger, c'est ça? Non, pas sans boire. J'ai fait le marathon de Paris à jeun, sans manger. Ça veut dire que je suis parti à jeun et j'ai rien mangé pendant le marathon. Par contre, j'ai bu à ma soif à tous les ravitaux. D'accord, ok. Et en fait, ouais, ça, en fait, ce qu'on dit en régime cétogène, c'est que si t'es bien céto-adapté, c'est le terme pour dire que t'es adapté, ton corps est capable de brûler des matières grasses. On dit que si tu es céto-adapté, tu peux être capable de faire 3 heures, courir 3 heures sans manger. Par contre, moi, j'ai, dans ce que j'ai constaté, c'est que possiblement, je savais pas, possiblement, je pouvais avoir faim. Et en fait, moi, j'avais annoncé
tu vois, c'est comme les chaussures, moi j'ai rien à prouver à ce niveau-là et j'avais annoncé avant de faire le marathon publiquement que si j'avais faim au ravitaillement et si j'avais besoin de ravitaillement, parce que tu as des ravitaux tous les 5 kilomètres, si je sentais que ma glycémie baissait et que j'avais faim, bah, j'aurais mangé à tous les ravitaux. J'aurais mangé du sucré, même si je prône qu'il faut pas manger de sucré, mais j'aurais mangé un quart de banane ou une orange ou un tuc ou je sais pas quoi. Donc j'aurais mangé si j'avais besoin de manger. Mais par contre, le fait est qu'en fait, j'ai couru les 40 bornes et à chaque ravito, je me suis dit: «Bah, est-ce que tu as faim? Non, bah, tu continues» et ça, tous les ravitaux. Par contre, j'ai beaucoup bu parce que je me suis aperçu quand même qu'au niveau des crampes et des sensations, bah, moi, j'ai besoin de boire, voilà, donc voilà. En fait, j'ai fini le marathon à jeun. Enfin, j'ai fini le marathon sans manger parce que j'ai pas eu besoin. Par contre, je fais vachement gaffe parce que tu vois, j'ai pas mal de visibilité sur mes réseaux, donc je sais que mon message porte un petit peu. Je suis hyper conscient que c'est un message qui peut être hyper dangereux de dire à tout le monde, il faut faire les marathons à jeun, il faut pas manger pendant le ravito parce que ça peut être hyper dangereux. Tu vois, si tu n'es pas en mode régime cétogène, donc si tu as une alimentation classique, que tu entends qu'une personne a couru un marathon à jeun et que tu dis: «Bah, super, je vais partir de chez moi, je vais courir 40 kilomètres sans rien manger», je suis vraiment radical là-dessus, il faut pas faire n'importe quoi, ça peut être hyper dangereux donc ne faites pas ça «chez vous» entre guillemets. Moi je l'ai fait, parce que ça s'est passé comme ça, mais voilà, comme je le disais, j'aurais mangé si j'en avais besoin. Je l'ai fait parce que j'ai 6 ans de régime cétogène derrière moi qui m'ont permis d'avoir expérimenté à l'entraînement le fait d'avoir des entraînements, plutôt à jeun, plutôt sans trop s'alimenter. Mais voilà, clairement, s'il y a un message à faire passer, c'est que c'est un dis ça me tu vois, ça me gêne d'avoir ce genre de discours parce que je suis conscient que ça peut mener à des troubles du comportement alimentaire, des trucs comme ça. Tu vois, moi, l'année dernière, je suis passé sur le podcast Ultra Talk, je sais pas si tu connais et en fait, Arnaud, il a titré le podcast, entre guillemets, «J'ai parcouru 250 kilomètres sans rien avaler» et donc c'est le titre du podcast parce que j'ai dit cette phrase comme ça et maintenant je suis plus du tout en phase avec le fait de titrer un podcast comme ça parce que tu vois, un sportif qui connaît rien, qui lit ça et ben, ça peut être hyper dangereux et c'est pas du tout le message que j'ai envie de porter. Mmh. S De dire à, tout le monde: «Il faut, faire 250 kilomètres de vélo sans rien avaler». Non, clairement, c'est pas le message que j'ai envie de porter. Par contre, bah, moi, c'est ma pratique et je sais que je suis capable de le faire, donc je le fais de temps en temps, mais j'ai pas envie de porter ce message parce que ça peut être hyper dangereux. OK. OK. Mmh. C'est vraiment intéressant, tu vois? Parce que les 2 sujets finalement sur lesquels tu as, modifié la façon dont tu vis ta pratique, que ce soit, l'approche minimaliste dans la course à pied et l'alimentation. J'ai l'impression que c'est un peu 2 sujets sur lesquels, c'est assez facile justement de suivre des tendances, tu vois? Ou des voix de gens qui, voilà, de voix qui portent un peu. Alors qu'il Ouais, y en a d'autres, par exemple la gestion du sommeil. Tu vois, moi ouais, spontanément, tu me parles de sacré régime sujet. cétogène, avant qu'on discute, tu vois, je suis allé lire des Ouais, rapports et tout, je me dis: «Punaise, ouais, c'est quand même vachement intéressant, il a réussi à faire ça, éviter les pics ouais, glycémiques, ouais, c'est intéressant». Tu vois, je me suis posé la question: «Est-ce que je teste? Est-ce que je m'y mets sur un mois pour voir?» ouais, Heu, alors que le sommeil, par exemple, qui est un ouais. élément genre méga important en ultra, Bah, ouais, bah, j'ai super. discuté avec, Steven Le Yarrick, je pense que OK, tu ouais. connais, Bah, ouais, bien sûr, ouais. que j'ai reçu sur les frappés et on a fait, en fait, sur toute la PTL, on a commencé, voilà, on a Ah, commencé, vous l'avez fait quasiment en même la temps même et on année, s'est ouais. retrouvés, on s'est croisés et cetera OK. et lui, il a une approche, il a une stratégie du sommeil qui est assez, particulière, enfin qui est la sienne, Ouais, en tout cas. Il dort très peu, tu vois? Et ouais. même quand il fait de l'ultra à vélo. Et en fait, tu vois, moi, demain, je me lance sur un nouvel ultra trail ou un ultra vélo, ça me viendrait même pas à l'idée d'essayer de dupliquer l'approche de Steven, tu vois? Je me dis: «Non, non, mais en Ouais, fait, je vais c'est crever. clair. Moi, je dois dormir». Alors que sur Ouais, l'alimentation ou la course à pied minimaliste, tu vois, j'ai l'impression que c'est je sais pas pourquoi, on s'écoute peut-être moins, j'en sais rien, ouais. ou c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte enfin, j'en sais rien. Je sais pas Mmh. si c'est ta lecture aussi du fait que sur ces 2 sujets, les gens, on est peut-être plus influençables, je sais pas. Mais ouais, c'est la réflexion que je me suis Ouais, fait tout à l'heure en préparant, tu vois, en relisant les premiers ouais. rapports sur, le CETO. Bah, tu vois, moi, ce que j'aime bien montrer aux gens par ce que je poste sur les réseaux, c'est que j'aime bien montrer il peut y avoir des stratégies alternatives, tu vois, sur l'alimentation. Bah, en fait, moi, ce qui me gêne vachement dans la nutrition sportive en ce moment, c'est qu'on sait pas qu'il y a une alternative. On se dit, bah, en fait, ce qui est intéressant en ultra, c'est qu'il y a des gens
qui peuvent passer 7 jours sur le vélo à manger que des gels énergétiques matin, midi et soir et en fait, ça va hyper bien se passer parce qu'ils tolèrent hyper bien le sucre. Par contre, ce que j'ai constaté avec les années c'est qu'il y a des gens qui tolèrent très mal les glucides, qui ont quasi une intolérance, tu vois? Et ces gens-là, malheureusement, bah, ils digèrent mal le sucre ou ils ont des troubles enfin, j'allais dire, ils doivent vomir, c'est un peu moche et tout, mais en fait, voilà, il y a des gens qui tolèrent vraiment mal, mais ça me gêne vachement que ces personnes, ils connaissent pas forcément les alternatives et en Ouais. fait, je trouve ça intéressant de montrer aux gens qu'il y a des alternatives, qu'en gros, si tu as des hypoglycémies à répétition, bah, en fait, c'est pas une fatalité, c'est peut-être que tu tolères moins les glucides et que tu peux avoir une approche un petit peu plus faible en glucides sans être dans le cétogène strict, mais tu peux chercher des alternatives si tu as envie de te lancer dans un changement d'alimentation. Donc voilà, moi, mon propos, c'est de dire, bah, il y a des alternatives qui changent. Moi, je suis un peu le cobaye c'est pour ça que j'aime bien montrer que j'ai fait un marathon à jeun parce que et puis montrer que c'est possible parce que tu vois, bah, tu vas voir quelqu'un qui connaît pas grand chose, il va dire c'est pas possible parce que scientifiquement, on a besoin de 80 grammes de glucides par heure, sinon tu vas tomber dans les pommes et tu vas faire une hypoglycémie. Bah non, moi j'ai fait tu vois, j'ai fait des marathons comme ça, j'ai fait la Race au Cross France avec un capteur Super Sapiens de glycémie au bras pour montrer que ma glycémie était stable en roulant 18 heures par jour et tout. Donc voilà, moi j'aime bien montrer qu'il y a des alternatives pour essayer de montrer aux gens qu'on peut faire différemment. Par contre, tu parlais du sommeil, bah là c'est un sujet différent où il faut faire gaffe. Moi, je suis assez gêné sur tout ce on dit sur l'ultra et le sommeil. Il faut faire attention parce que ça peut être vraiment très dangereux, que ce soit à pied ou en courant. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être dangereux en montagne, par Ouais. exemple. Ouais, non, carrément. Puis ce qui peut être dangereux, c'est que parfois enfin, ouais. C'est-à-dire que ça te fait rentrer tellement dans une autre dimension, tu vois, le manque de sommeil. On touche vraiment, bon, tu me diras l'alimentation aussi, mais Mmh. pour moi, le manque de sommeil, c'est le cerveau, tu vois. C'est tout de Ah suite bah, le tu fait de deviens ne pas mettre fou, ton ouais. cerveau au repos. Je trouve ça bien plus dangereux que de risquer l'hypoglycémie, selon Ouais, le cadre dans lequel tu es, ouais, c'est etc. Tu clair. vois, mais... C'est clair, ouais. Et toi, tu fais comment du coup pendant la PTL? Tu dors? T'as dormi ou? Ah ouais, ouais, bah nous, bah alors on n'a pas beaucoup dormi, pour ouvrir la petite parenthèse, parce que les barrières horaires, bon, nous on courait pas, hein, Ouais, OK. on s'est regroupé à 3 équipes OK, ouais. au bout de quelques jours, parce que c'était vraiment dur. Et donc on était 7, on n'a pas couru, OK, comme ouais. beaucoup de gens, hein, donc on est arrivé le dimanche. Et du coup, quand tu cours pas, ben les barrières étant ce qu'elles sont, il faut Ouais, c'est couper quand même quelque short. part, donc tu coupes sur le sommeil. OK, Donc ouais. j'avais regardé à la fin, moi j'ai dormi, ouais, j'étais en position horizontale dans un duvet pendant 5 heures et demie à peu près, Ah ouais, en entre combien de le lundi jours? et le dimanche. Waouh! Ouh, Ouais, ah ouais, pendant 7 jours? 6 ouais, jours? 6. ouais, Oh! ouais. Mais Waouh! en Ah fait, ouais, c'est non. pareil, tu vois, ce sera peut-être un sujet qu'il faudrait que tu explores et que tu te mettes à faire des vidéos, un blog, etc., comme sur le reste. Mais en Ouais, ouais, fait, c'est bah, ouais, passionnant ouais, parce c'est que prévu, ouais. tu vois, bah, tu te rends compte en fait que le sommeil le plus réparateur, c'est, moi j'avais cette croyance, tu vois, que pour être bien, en fait, il faut dormir 2 heures, tu vois. Je me disais: «Ah non, mais OK, là, il faudrait qu'on ouais. se pose, qu'on dorme 2 heures». Et en fait, les meilleurs moments de récupération que j'ai eu d'un point de vue sommeil, c'était moins de 10 minutes à chaque fois, tu vois. OK, en micro-sieste, Euh, ouais. ouais, à 3 heures du OK. mat, dans l'herbe, en pleine nuit, il faisait froid, Ah, humide et tout, tu ouais, ouais, allonges ouais. par terre, tu dors en moins de 5 minutes, tu te réveilles, tu as l'impression que tu viens de faire une nuit Ouais, complète, tu vois. ouais, ouais. Et Ah franchement, ouais. c'est Mmh. fascinant parce que tu dis: «Mais c'est incroyable, le cerveau». Tu vois, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a peu de on connaît relativement peu le sujet. Et c'est ça, Ouais. je te rejoins assez sur ce que tu disais par rapport à l'ultra, c'est que ça te fait passer par tellement de phases, en fait, différentes, que tu apprends Ouais. énormément, en fait. C'est clair et puis le sommeil, il y a vachement le truc aussi que j'ai constaté en vélo, c'est que en fonction des heures de la journée, tu vois, moi, je sais qu'en vélo, avec l'expérience, avant le lever du soleil, je suis un zombie, j'arrive pas parce que c'est hyper dur, tu vois? Genre à 4-5 heures du mat, c'est les pires heures et en fait, même si tu dors pas, je sais pas si tu as constaté ça aussi, mais je crois que le soleil, il crée des endorphines chez toi. Enfin, je sais pas, il relâche des hormones ou quoi, mais même si c'est dur avant le lever du soleil, si j'ai pas dormi, bah, je sais qu'après à 11 heures du mat, bah, j'ai un regain d'énergie sans avoir dormi donc Ouais, des trucs comme ça. Mais tu vois, moi en ultra vélo, je suis il y a le truc, qui est vendu, bah, si tu fais de l'ultra, faut pas dormir, mais en fait, c'est une stratégie qui est tellement dangereuse, surtout ouais, encore à pied, bon, sauf si tu es en montagne, mais à pied globalement, tu vas pas tomber de bien haut si tu tombes, sauf si tu es en montagne, bon là, ça peut être ultra dangereux, Heu, mais à vélo, bah, en fait, si tu tombes en fait, les gens tombent en descente de col parce que tu es encore moins attentif. Si tu tombes en descente de col à 40 km/h, enfin, si tu
ferme les yeux un quart de seconde à 40 km/h en descente de col, tu ouvres les yeux, tu es dans le fossé. Et moi, Ouais. sur toutes mes courses, j'ai vu de près ou de loin tellement, tellement d'accidents que il faut faire ultra gaffe. Tu vois, moi, sur la rafle l'année dernière, j'ai pas fait le fou avec le manque de sommeil, même si j'ai pris quelques risques parce que les 2 premières nuits, j'ai très peu dormi. Mais par exemple, je faisais des siestes en haut des cols parce que, tu vois, tu montes, bon, bah, tu es un peu fatigué, tu as les yeux qui se ferment un peu sur le vélo. En montée, c'est pas grave. Mais je savais que si je faisais une sieste, comme tu dis, en haut du col de 10 minutes, et ben, en fait, ça me faisait, je me réveillais au bout de 10 minutes et ouais, tu es beaucoup plus attentif et ça te fait un regain d'énergie. Mais Ouais. le sommeil, bah, je sais qu'il y a beaucoup d'études, enfin, il y a des études qui sont menées en ce moment, en ultra. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, notamment sur les grands navigateurs et tout, donc c'est passionnant. Ouais, le sommeil, c'est passionnant, mais moi, je pars du principe qu'en tant qu'amateurs comme nous, qui ont pas grand-chose à gagner en faisant des courses, bah, il y a même un intérêt d'un point de vue de la performance à plus dormir et à être plus réveillé sur le vélo, quoi. Et Ouais. surtout, n'essaie de pas prendre de risques. L'ultra, c'est pas de pas dormir. Enfin, si tu dors la nuit en ultra, c'est pas grave. Ouais, non, Voilà, c'est clair. faut vraiment C'est faire gaffe. clair. C'est clair. Mmh mh. Alors, tu évoquais la RAF. Donc, toi, t'as mis combien de temps pour la boucler? Alors en fait, je l'ai fait 2 années de suite, c'est la RAF, c'est la première année, c'était 2 500 kilomètres et la deuxième année, c'était plus dans les 2 600. La première année, j'ai mis 7 jours, 17 heures et la deuxième année, j'ai mis 7 jours, 3 heures avec les kilomètres en plus, mais avec l'expérience qui m'ont fait gagner un peu de temps. Mais tu vois, en gros, c'est je sais plus, du 360-370 kilomètres par, 24 heures, quoi. OK. Et le gagnant, alors je sais pas si tu des auditeurs ou si tu as interviewé un peu des gens qui sont là-dedans, mais c'est des courses qui se gagnent en un peu plus de 5 jours pour faire 2 600, tu vois? Pour faire la traversée de la France. Ouais. Donc ça va très vite, quoi. Yes, ouais, non, ça va super, super vite. Et donc typiquement sur cette course, en étant, comment tu dis? C'est quoi le terme quand tu es, cétogène ready? C'est quoi le terme? Céto-adapté. Céto-adapté, voilà. Quand tu es céto-adapté, Céto-adapted. concrètement, comment tu prépares tes repas? Tu arrives à t'alimenter aussi, tu trouves des trucs en boulangerie typiquement, Alors, bah, en boulangerie, non. En fait, il faut pas perdre d'esprit que sur ce genre de course, l'alimentation, c'est un point crucial, mais c'est un peu compliqué parce que tu manges vraiment ce que tu trouves. Tu peux traverser, tu peux passer 3 heures sans trouver de commerce ou alors, bah, juste avant la tombée de la nuit, avant que les commerces ferment, tu tombes sur une boulangerie alors que tu as pas envie de manger, un sandwich, mais tu as pas le choix. Donc il faut quand même garder un côté un peu souple, quelle que soit son alimentation, en se disant: «Ben, on mange ce qu'on trouve, on mange ce dont on a envie» parce que, tu manges aussi, pour te faire plaisir mentalement. ouais. Du coup, moi, sur ce genre de course, mon principe, c'est d'essayer d'être cétogène ou low carb le plus longtemps possible. Et donc ce qui veut dire, je mange, des oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, cacahuètes et cetera. Je mange du fromage, je mange, tout ce qui est, jambon, saucisson. Voilà, ça, on va dire que c'est la base de mon alimentation, plutôt pauvre en glucides. Et en fait, au-dessus de ça, comme je te disais, je suis conscient qu'on mange pas l'alimentation idéale parce qu'on n'est pas dans un labo. On mange ce qu'on trouve, à portée de main à l'heure où on passe devant le commerce et cetera. Et donc en fait, à côté de ça, bah, je me fais plaisir à manger si je passe devant une boulangerie, tu vois, tu as rien mangé de la nuit, tu passes devant une boulangerie à 7 heures du mat avec la bonne odeur de viennoiserie. Donc en plus de ça, bah, je mange, des quelques croissants si j'ai envie ou un sandwich, avec du pain et tout. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si tu as une base d'alimentation qui est pauvre en glucides, ça te permet d'avoir un besoin en sucre et en glucides et en féculents qui est beaucoup plus faible Mmh. que le sportif, de base. Enfin, tu vois, le sportif qui a besoin, comme je te disais, de 80 grammes de glucides par heure d'effort. Et ben, moi, si je suis en cétogène strict, la plupart du temps et que je me dis: «Bah, aujourd'hui, je mange des glucides», comme j'ai testé en trail notamment, bah, en fait, mon besoin en sucre, il est beaucoup plus faible que le sportif normal. Et en gros, j'ai besoin de 10 grammes de sucre par heure d'effort. Donc en gros, mon alimentation, en ultra, c'est ça, c'est au maximum, j'essaye de manger, oléagineux, fromage pour être, pauvre en glucides.
Si par contre, je me prive pas forcément d'un truc un peu plus sucré, un peu plus glucidique, mais globalement, si je calcule, je sais je peux rouler 20 heures à vélo par jour en mangeant que 100 grammes de glucides, qui est beaucoup, beaucoup moins qu'un sportif classique. Et ce qui fait que ma glycémie, même si j'ai mangé du sucre, ça fait beaucoup moins de pics et j'ai une glycémie plus stable qu'un sportif plus en mode glucides. Ok, ok. Et du coup, ton taux, ta glycémie, elle est à combien en temps normal? Tu sais Alors, ça? ouais, ben, je sais pas si toi tu connais ou tes auditeurs connaissent, mais heu, ce qui est intéressant quand j'ai fait les courses avec Super Sapiens et tout, c'est que j'ai constaté qu'en fait, en mode cétogène, la glycémie, elle est plus basse, enfin la glycémie entre guillemets «normale», elle est plus basse qu'une glycémie normale quand tu manges des glucides. Je me rappelle plus de l'échelle, enfin du nom du truc, mais ma glycémie, elle est à peu près 100. Je sais plus si c'est Ok. en millimol par Ouais, c'est des gramme. milligrammes par décilitre. J'ai découvert ça Ouais, il y a pas longtemps, alors ça mais doit être un truc comme ça, ouais. Donc si des gens connaissent, ça, je sais que normalement les sportifs, enfin les gens normaux, c'est la glycémie, elle est plutôt aux alentours de 140 il me semble, et moi elle est aux alentours de 100. Ce qui fait, c'est marrant parce que quand tu mets le Super Sapiens au poignet, enfin à l'avant-bras, il te dit que tu es dans une valeur de glycémie qui est pas en mode prêt pour le sport, mais qui est en mode OK pour la récup. Donc moi, c'était ma glycémie, elle est autour de 100. Donc en fait, pendant la RAF, tu vois, j'avais dit que je ferais un article sur mon site internet, je l'ai pas encore fait, mais je vais le publier dans pas longtemps, avec vraiment les screenshots de la glycémie pour montrer à tout le monde, sans me cacher, pour montrer comment c'est. Mais ouais, ma glycémie, elle montait pas trop. Quand je mangeais un peu plus de sucre, elle était plutôt aux alentours de 140-150, mais elle était jamais à des valeurs extrêmes. Et des fois, c'est marrant parce que je je pédalais avec une glycémie qui était genre à 80, qui est quand même très bas, mais j'étais en mode: «Bah OK, pour moi ça va», tu vois? Et il y a un truc qui est vachement intéressant en cétogène, c'est que ça exploite aussi la capacité du corps à créer du glucose, enfin, c'est-à-dire un résidu de sucre à partir de matières grasses, et c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc en fait, quand tu as le Super Sapiens sur l'avant-bras, des fois tu as la glycémie à 80, tu manges un repas zéro glucides, donc genre légumes et protéines, et au bout d'une heure, tu vois ta glycémie qui monte, même si tu as pas mangé de sucre. Donc là, c'est hyper bizarre, mais c'est le genre de truc où il faut être vachement ouvert d'esprit et tu apprends les facultés du corps humain à créer du glucose à partir de matières grasses. Donc pour faire remonter ta glycémie sans manger de sucre. Donc c'est trop Ah ouais, bizarre, mais c'est assez passionnant, ouais. énorme, énorme. Et donc sur la RAF, du coup, sachant que tu es en mode céto autant que possible, mais pas Ouais. uniquement voilà, du fait des contraintes, euh, ou plutôt pas nécessairement sur la RAF, mais sur une Ouais. épreuve longue, peut-être où tu arrives plus à rester sur un régime céto, tu arrives à estimer la perte de poids, en tout cas la perte de matière grasse en termes de masse? Alors ça, j'en sais pas grand-chose. Je pense que c'est assez compliqué à faire parce que si tu te pèses et que tu perds si tu te pèses avant et après, tu perds du poids, mais je pense que tu perds beaucoup d'eau. Ouais, Donc ça, je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Heu, mais ouais, c'est une super question et il faudrait que je creuse. Alors je pense que pour faire un protocole, il faudrait savoir combien tu perds d'eau en fonction de la température, pour ouais, essayer de boire, autant que tu compenses et après, perdre du poids. Mais en fait, il y a un truc hyper intéressant, c'est que, heu, quand tu brûles des matières grasses, tu brûles des lipides, et en fait, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, alors que 1 gramme de protéines ou de glucides, c'est 4 calories. Donc en fait, à poids égal, ce qui a un intérêt quand tu fais la PTL, quand tu fais un ultra trail ou quand tu fais tout simplement une rando, l'intérêt aussi de manger pas mal de matières grasses, c'est qu'à poids égal, tu as beaucoup plus de calories. Tu vois, si tu prends 1 kilo de fromage, de comté ou quoi, tu as beaucoup plus de calories qu'en 1 kilo de pain ou de gel énergétique. En fait, c'est beaucoup plus dense nutritionnellement parlant. Donc ça, c'est un ok. autre intérêt du régime cétogène. Quand tu pars en itinérance, genre rando sur un GR pendant 5 jours et tout, que tu n'as pas envie de trop surcharger ton poids, au-delà de tous les intérêts que j'ai listés, ça a un super intérêt d'être hyper dense. Ouais. Ok, super intéressant. Mmh. Waouh! Il y en a des Punaise, choses, ça en hein. fait des sujets. J'ai le cerveau qui fume. Ah bah, ouais, bon désolé. Non, mais non, non, mais c'est super Ouais, intéressant. Tu vois, moi, je suis vraiment friand. C'est pour ça, encore une fois, que je suis super content que tu sois venu nous parler de tout ça. trop Parce que je cool, suis ouais. assez friand. On en avait un petit peu parlé avec Alexandre Boucher, Casquette Verte, Ah ouais, justement de cette approche, tu vois, différente de la course à pied. Alors,
J'ai pas Ouais, souvenir que lui, lui, ce soit d'un point de vue nutritionnel, à part la bière. Mais je crois que c'était ouais. plutôt dans le, tu vois, le mode d'entraînement. Ouais, bah, lui, il a dû s'en prendre plein la tête avec Ouais, 0 jour de récup, tout, ouais, c'est donc ça, ouais. Ouais, mais bon, finalement, tu vois, ça marche ouais. et je crois pas qu'il ait eu de blessures importantes. Mmh. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as des suivis médicaux, enfin, est-ce que tu fais des bilans quand même régulièrement pour voir si tu es en carence de quelque chose ou c'est absolument pas un sujet, c'est pas du tout nécessaire. Mmh Et est-ce que mh. tu as eu des blessures que tu pourrais imputer à soit l'approche minimaliste, soit le régime céto? Ouais, ouais, bah, alors, d'un point de vue des prises de sang, tout ça, je l'ai fait au début, mais après j'avais pas fait, enfin, je l'ai fait au bout de quelques mois ou quelques années, je sais plus, mais j'avais pas fait de prise de sang avant pour dire: «Bah, OK, Ouais, mes taux de machin, ils ont évolué», mais j'avais des prises de sang, qui étaient très bonnes, malgré, le fait de pas avoir de pas manger de glucides, de manger plus de matières grasses, donc voilà, ça après moi je suis pas médecin, donc je vais pas dire, je vais pas, annoncer, que tu vas avoir, une ouais, amélioration et tout, donc je prends vraiment des pincettes là-dessus. Je suis pas médecin, donc je fais aucun suivi médical là-dessus. Donc au niveau du régime cétogène, voilà, et au niveau de la course minimaliste, alors, bah, moi je me suis blessé en j'ai eu quelques blessures en course à pied, ces dernières années. Ça fait 2 ans, 2-3 ans que je me suis pas blessé, mais j'ai eu quelques blessures, genre les trucs classiques, genre, essuie-glace, ouais. périostite, les trucs un peu classiques. Mais, sur c'est marrant parce que j'en ai eu avec la course minimaliste, j'en ai eu 100 courses minimalistes et tout. Mais en fait, avec le recul, je m'aperçois que je m'étais blessé à chaque fois quand j'augmentais ma charge d'entraînement. Et en fait, globalement, ce que les études montrent, la clinique Courir montre et tout, c'est que on se blesse quand on change un facteur dans l'entraînement, et un des plus gros facteurs, c'est la charge d'entraînement. Ou alors Ok. ou alors aussi la le la le fait de faire plus de fractionnés d'un coup, tu vois? Si tu cours 50 kilomètres par semaine, mais que tu cours 50 avec 4 fractionnés par semaine, bah, là, tu as un risque de blessure et tout. Donc en fait, pour pas se blesser, globalement, il faut respecter, la capacité que le corps a à encaisser, une certaine charge d'entraînement. Tu peux pas passer de 50 à 100 kilomètres, par semaine. Tu peux pas doubler ta charge d'entraînement du jour au lendemain. Ce que j'ai fait et ça a pas marché, je me suis blessé, donc maintenant, voilà, je sais ce que mon corps est capable d'encaisser en termes de kilométrage hebdo, ce qui m'a vachement servi au marathon de Paris, et grâce au fait de pouvoir mixer, course à pied et vélo, ça me permet de faire des semaines avec énormément de volume, genre je peux faire du 20 à 30 heures de volume par semaine grâce au Ah vélo, ouais. au max, hein. Enfin, tu vois, bah, j'ai un travail comme tout le monde, donc je peux pas courir, enfin, je peux pas faire 20-30 heures de sport par semaine. Mais grâce au vélo, bah, j'ai des semaines, toutes les semaines qui sont entre 8, mes petites semaines, on va dire, et 15 heures, et puis je peux faire des pics à 30 heures. Mais en fait, le vélo, je me suis aperçu que ça permettait de me rajouter du volume sans stress mécanique. Ouais. Ce qui fait qu'en gros, je peux faire des semaines à, ouais, 80 kilomètres de course à pied, et du plein de vélo, genre 300 kilomètres de vélo, et ça te fait des semaines Ouais. à 30 heures sans te blesser. Contrairement à quand j'ai préparé des marathons de façon, débile, où du jour au lendemain, je me suis dit: «OK, je fais 100 kilomètres par semaine». Non, mais tu vois, j'avais préparé genre Valence, en Espagne, en 2019. J'ai eu une fracture de fatigue parce que j'ai fait du 100 kilomètres par semaine, donc OK, j'avais un super niveau parce que tu fais du 100 kilomètres par semaine, tu as un super niveau, mais je me suis blessé parce que c'était trop, c'était trop, et maintenant je mets plus la pression, dès que j'ai une petite gêne, je ralentis vachement le truc, et j'ai le vélo pour compenser, donc vraiment, en minimaliste ou pas, pour pas se blesser, faut vraiment écouter son corps et pas en faire trop. Yes. Très bon message. Mmh. Ok. Eh ben Olivier, on a parlé d'un paquet de sujets. Peut-être Ouais, pour conclure, toi, donc tu as parlé du T4M tout à l'heure, mais est-ce que tu as ouais. des grands projets comme ça, ou en tout cas peut-être de nouveaux sujets que tu veux creuser? On a évoqué un peu le sommeil, mais est-ce que tu as voilà, des challenges à venir sur lesquels tu penses t'attaquer bientôt? Heu, Bah, comme je te disais, moi, là, je suis assez passionné par les efforts longs ou très longs, donc que ce soit à pied ou en vélo. À vélo, j'ai un peu expérimenté, ça, comme je te disais, mais à pied, bah, du coup, c'est un projet, je suis déjà inscrit, donc ouais, j'ai envie de découvrir la longue ou très longue distance à pied, voir ce que ça fait, ça me passionne vachement. Tu vois, Caro, Prigent, dans l'épisode que j'ai écouté il y a pas longtemps là, disait qu'elle avait aussi envie de se lancer dans le trail, Ouais.
après faire du vélo parce qu'il y a un truc assez passionnant dans le truc d'avoir un mouvement plus naturel parce courir c'est naturel et puis dans un environnement plus naturel hors sentier, enfin hors bitume et tout. Donc ouais, ce qui me passionne, c'est de savoir qu'est-ce que ça fait de courir, genre, enfin, de faire une épreuve à pied qui va durer 40-48 heures. Après, pourquoi pas des efforts encore plus longs, tu vois, la PTL que tu as faite ou le Tour des géants ou des trucs comme ça. Enfin, en fait, j'adore parce que c'est des trucs sur le papier, de faire 300 km, ça paraît fou, ça paraît trop dur ou démesuré. Et moi, j'ai un petit défaut, c'est que dès que le truc me paraît trop dur ou trop démesuré, je me dis, ah bah, c'est ça qui est assez excitant, tu vois. Tu dis, enfin, j'adore les distances courses parce que tu fais des distances courses pour le chrono, mais les distances longues où tu le fais uniquement parce que tu sais pas si tu vas arriver au bout, ça, c'est une sacrée source de motivation pour moi, tu vois. Tout en étant hyper modeste parce que faut s'entraîner, c'est pas n'importe quoi. Moi, je sais que ce genre d'épreuve, c'est ultra dur, donc il faut vraiment s'entraîner pour et tout. Mais ouais, j'ai envie de savoir ce que c'est mes limites en termes de distance, en termes d'heures passées, tu vois, des trucs hyper longs comme ça. Après, je me dis de le faire avec une organisation, genre en s'inscrivant à un trail ou sans organisation, genre se dire, bah, je vais faire tel GR un peu en mode autonomie. Tu vois, je regardais des trucs sur la Via Alpina, genre je sais pas combien c'est de milliers de kilomètres ou combien de. Après, c'est des trucs, c'est des défis, il faut mettre un mois pour les faire. Donc, ça dépend toujours du temps qu'on a accordé. Est-ce que j'aurai la chance un jour d'avoir un mois pour faire des défis sans autres contraintes extérieures, tu vois. Mais ouais, tu vois, le corps humain, c'est une machine qui est incroyable. Donc, j'ai envie de savoir jusqu'où on peut aller comme ça, des efforts longs, hors sentier, à vélo, à pied. Quand tu mets le nez sur la longue distance, ce qu'on appelle ultra, entre guillemets, bah, tu t'aperçois qu'il y a tellement de choses à faire que c'est infini. Donc, j'ai envie d'explorer là-dedans. Vélo, route, vélo par route, course à pied, route par route et tout. Donc, il y a trop de choses à faire. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est ouais. clair. Excellent. Eh ben, écoute, un grand merci, Olivier. Toi, si tu avais un message de conclusion par rapport à tous les sujets sur lesquels on a échangé, peut-être pour des gens, tu vois, Ouais. qui pensent qui jusqu'à présent se disaient, mince, il n'y a qu'une seule façon. Enfin, on me dit qu'il faut faire comme ça marche pas pour moi, mais voilà, je suis pas forcément au courant des autres approches, des alternatives. Qu'est-ce que tu Ouais. vas peut-être leur dire à ces gens-là? Bah, ce que j'allais leur dire, c'est vraiment d'être curieux, d'être ouvert d'esprit et quand vous lisez quelque chose qui paraît un peu bizarre, bah, il faut se dire, bah, pourquoi pas? Après, il faut faire attention parce que je suis conscient que c'est la porte ouverte à un peu toutes les dérives et on entend beaucoup de bêtises, notamment sur internet avec des gens qui promettent monts et merveilles en vendant des régimes miracles et tout. Donc, rester très curieux, bien se renseigner avant de faire tout changement, aller voir un médecin, aller voir des professionnels de santé avant tout changement parce que faut pas faire n'importe quoi non plus. Faut vraiment chérir son corps parce que c'est une super machine, mais on fait pas n'importe quoi avec. Donc voilà, être curieux, accepter le regard des autres parce que quand vous allez courir pieds nus avec vos potes d'entraînement, vous allez passer pour un huluberlu, mais ça peut être drôle aussi. Et voilà quoi. Après, se lancer, s'inscrire à des ultras, même si on a l'impression de pas être préparé parce que c'est le meilleur moyen de se mettre un pied à l'étrier et puis de se lancer dans une aventure, une démarche d'entraînement qui peut mener vers des défis, la découverte de soi et puis voilà quoi. Pas attendre, se lancer, combattre ses peurs et puis zou. Yes, excellent. Mmh. Excellent. Bah, merci beaucoup, Olivier. C'était génial, franchement passionnant. J'ai plein de petites Trop notes de bien. sujets à aller creuser de mon Ah, côté. Donc, merci beaucoup. trop cool. S'il y en a qui veulent aller consulter ce que tu écris, donc ton site c'est lowcarbfrenchy.com. Je mettrai le lien. lowcarbfrenchy.com exactement. Bah, mon site c'est lowcarbfrenchy.com et sur tous les réseaux c'est lowcarbfrenchy, donc Insta, Facebook, YouTube, Strava, etc. Je sais pas s'il y en a Ok. d'autres. Ah ouais, YouTube. Et aussi. lowcarbfrenchy, ouais. YouTube en ce moment je fais pas mal de vidéos, j'en ferai à l'avenir, donc c'est un média que j'aime bien aussi faire des vidéos. Trop bien. Génial. Cool. Merci beaucoup, Olivier. Bonne prépa pour l'UT4M du coup. Et puis Yes. peut-être à une prochaine sur je sais pas, sur un trail en mode CETO adapté. Et ben carrément, avec grand plaisir Loïc, avec plaisir d'échanger quelques kilomètres et puis merci beaucoup pour l'invitation, c'était hyper cool. Avec plaisir. Salut. Ciao, Olivier. bonne journée, à plus.
Merci d'avoir écouté cette conversation avec Olivier dans son intégralité. J'espère que vous l'avez trouvée aussi passionnante que moi. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter via Instagram sur lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour vous proposer du contenu de qualité chaque semaine, entièrement gratuitement. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, j'apprécierais énormément que vous preniez quelques minutes de votre temps maintenant pour me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui aiment les sujets d'aventure et de dépassement. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode avec une femme extraordinaire qui est à la fois avocate, mère de 3 enfants et ultra traileuse. À bientôt les frappés.